Tout avait bien sûr été prévu pour empêcher l'oiseau porteur de se libérer, lui-même. Mais rien n'avait été envisagé pour protéger les balises contre les interventions des autres oiseaux, parce que personne n'avait imaginé qu'ils seraient, d'une manière ou d'une autre, motivés à s'en mêler. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du Centre d'action laïque de la province de Liège, je vous souhaite la bienvenue à cette grande conférence de Vinciane Després. Vinciane Després qui nous avait déjà fait le plaisir de venir ici à la Cité Miroir pour des grandes conférences sur le deuil, sur la mort, et qui du coup revient nous voir pour une grande conférence sur un autre de ces sujets de recherche, de prédilection, on va dire, le monde animal. Du coup, merci Vinciane Després d'avoir accepté cette invitation. Alors, je ne doute pas que la majorité des personnes qui sont ici vous connaissent, mais je vais quand même vous présenter en quelques mots. Vous êtes donc philosophe, psychologue, éthologue, chercheuse à l'Université de Liège, et depuis quelques mois, vous êtes également membre titulaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Alors, sur le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, vous avez écrit plusieurs ouvrages. J'en ai sélectionné 3 pour dire un mot. Le premier, hop, Habiter en oiseau. Donc, Habiter en oiseau, c'est une enquête que vous avez menée auprès des ornithologues, parce que ce qui vous intéresse surtout, Vinciane Després, c'est pas nécessairement d'observer, ou pas seulement en tout cas, d'observer les animaux, d'observer les oiseaux, mais aussi d'observer les scientifiques qui travaillent avec eux et qui, eux, les observent. Alors, ce livre, Habiter en oiseau, vous l'avez écrit en 2019, il est sorti en 2019. Je pense qu'il a pu inspirer pas mal de monde pendant le confinement, parce qu'on s'est rendu compte qu'enfin, on pouvait réentendre les oiseaux, qu'on pouvait les réécouter réellement, et peut-être qu'avec votre livre, on a en tout cas on a découvert une nouvelle manière, en tout cas, de les entendre chanter. Autre ouvrage que j'ai envie de citer, c'est « Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions ?» Alors donc ça, c'est un ouvrage qui reprend une série des récits très instructifs, très drôles aussi souvent, et qui nous montre que les animaux, ils ne sont pas si bêtes que ça. Et enfin, je terminerai avec votre dernier ouvrage que vous avez réalisé avec Pierre Kroll, donc « Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi ». Alors donc ça, c'est un ouvrage qui reprend, qui mêle des réflexions philosophiques, une rigueur scientifique et beaucoup d'humour, qui va nous offrir finalement des anecdotes, ou en tout cas un nouveau regard sur des fantaisies, des singularités de l'évolution du vivant. Alors si vous, au niveau du public, vous ne connaissez pas ce livre, mais que vous avez envie de savoir pourquoi les selles des wombats sont carrés, sont en forme de briques, par exemple, ou si vous avez envie de lire des dialogues assez savoureux entre Dieu et Darwin, je vous conseille vivement la lecture de ce livre. Alors, avant de laisser la parole à Vinciane Després, je sais que c'est elle que vous êtes venue écouter aujourd'hui. Dernière chose, un dernier petit mot, c'est pour vous dire que cette conférence, elle entre dans le cadre de la campagne d'éducation permanente du Centre d'action laïque, campagne intitulée « La planète brûle, nos droits aussi ». Au cours des siècles, nous, les humains, avons développé sur les autres animaux une emprise démesurée. À l'instar du reste de la nature, nous les avons longtemps envisagés comme des ressources à notre disposition, pour notre utilité, pour notre plaisir. Résultat, cette exploitation sans limite a créé un effondrement spectaculaire du nombre de mammifères sauvages, l'extinction de nombreuses espèces et une dégradation de nos écosystèmes terrestres indispensables à la vie. Mais ces dernières années, notre perception des autres animaux est en évolution. Elle nous invite à réfléchir à notre cohabitation sur la planète. Pourrons-nous adopter d'autres manières de vivre ensemble? Comment changer de point de vue face au monde du vivant? Toutes ces questions, on espère que cette conférence va pouvoir nous éclairer sur toutes ces questions. Vinciane Després, la parole est à vous. Merci. Merci au CAL de m'accueillir. Merci à Aline et à ses collaborateurs pour le bel accueil. Merci à Vinciane Colson. Les Vinciane étant rares, c'est une joie d'appeler quelqu'un d'autre que soi par son prénom. Et merci à tous et toutes d'être venus ce soir en bravant le froid, le noir et le tram qui rôde.
Le 15 février 2022, la revue très sérieuse Australian Field Ornithology publiait un article qui fera très rapidement le tour des médias. C'est d'ailleurs comme ça que j'en ai eu vent. De nombreux amis ont eu la gentillesse de m'envoyer des mails pour me signaler « As-tu vu l'article dans Le Monde ?» Et puis après, vous le verrez, « As-tu vu l'article dans le New York Times ?» Alors, qu'est-ce que raconte évidemment cet article? C'est une équipe de chercheurs australiens avait décidé d'équiper 5 pies australiennes, des cassicans siffleurs, pour être plus précise, avec de petites balises qui permettraient de suivre leur déplacement. 5 pies seulement. Il s'agissait en fait d'une étude pilote qui devait tester la qualité de ces balises. En effet, les dispositifs dont on équipe usuellement les oiseaux sont généralement assez lourds. Et en outre, une fois qu'on a équipé les oiseaux, donc il faut déjà les capturer une première fois, et puis il faut les recapturer pour récupérer les balises. Or, les balises que les chercheurs ont mis à l'épreuve sont issues d'une toute nouvelle génération. Elles sont non seulement ultra légères, mais sont également conçues de telle sorte à permettre de les détacher à distance. Précisons encore que ces balises sont destinées à analyser la manière dont les pies australiennes répondent aux défis que constituent pour elles l'urbanisation croissante et le changement climatique. On le verra plus tard, la question devient pour elles assez urgente. L'article des 3 scientifiques qui ont mené la recherche raconte que ces 5 pies ainsi équipées sont membres d'un groupe un peu plus large de pies en liberté, observées depuis quelque temps et alimentées régulièrement à une station de nourrissage en vue de la capture ultérieure. Les 5 oiseaux ont donc été choisis au hasard dans le groupe, ont été bagués d'un anneau de métal et d'un anneau de couleur afin de les reconnaître individuellement. La balise, qui ressemble à un minuscule sac à dos, constituait, je rappelle, une innovation remarquable, le dernier cri de la technologie, en ce sens qu'elle est d'une légèreté inédite, moins de 1% du poids de l'oiseau qui lui-même pèse plus ou moins 300 grammes, et qu'on peut être tout à fait certain qu'elle ne devrait en aucun cas gêner les oiseaux qui en sont équipés, de notre point de vue du moins. Et voilà ce qui s'est passé. Les chercheurs étaient en train d'observer les oiseaux ainsi équipés lorsqu'ils ont constaté que certains commençaient à essayer, sans succès, de défaire leur petit sac à dos. C'est alors qu'ils ont vu un des oiseaux non équipés descendre en piqué, s'approcher d'un congénère porteur de balises peut-être, non, mais de balises ici, et tenter de défaire les attaches de celles-ci. Tout avait bien sûr été prévu pour empêcher l'oiseau porteur de se libérer, lui-même. Mais rien n'avait été envisagé pour protéger les balises contre les interventions des autres oiseaux, parce que personne n'avait imaginé qu'ils seraient, d'une manière ou d'une autre, motivés à s'en mêler. Ce fut donc la surprise totale de voir d'autres cassicans siffleurs chercher à libérer leurs congénères et même, en cas d'échec, à s'y mettre à plusieurs et à tour de rôle. Tout cela pendant qu'un autre oiseau montait la garde. Très vite, explique la scientifique responsable de l'épreuve de la recherche, Dominique Potvin, la créature tenace a trouvé le seul point faible de l'appareil, une section d'1 millimètre, et l'a libéré. Les chercheurs ont regardé avec stupéfaction leur très coûteux équipement dégringoler d'une branche située en haut d'un arbre. Bref, normalement, je l'apprends par la section de méthodologie de l'article scientifique, le point d'attache minuscule ne pouvait donc, je vous l'avais dit, en principe être détaché seulement à distance par les chercheurs par un système magnétique. Mais visiblement, contre toute attente, il était également, on ne le savait pas, démontable mécaniquement, à condition de trouver le minuscule point faible de l'équipement et de lui infliger une poussée modérée, et de vouloir le faire. Voilà, les oiseaux ont été plus malins que les scientifiques et ont détruit leurs coûteux jouets. Mais les scientifiques sont malins aussi, car cette malencontreuse mise en échec, disent les chercheurs, est en fait une découverte incroyable. Je les cite. « Nous étions simplement en train d'essayer de voir ce qui se passe et nous avons en fait réussi à découvrir un nouveau comportement qui n'a jamais été documenté auparavant. » Bien sûr, les pies sont connues pour se toiletter les unes des autres avec le bec, et le geste utilisé d'ailleurs pour démonter la balise met en œuvre des manœuvres similaires. Il n'y a rien de neuf de ce côté.
Mais c'est la première fois qu'on a observé ces oiseaux en train d'exécuter ce qui pourrait être interprété comme un comportement de sauvetage et de le faire de manière apparemment désintéressée. En somme, le geste du toilettage a été détourné pour accomplir une autre tâche avec un motif inédit. Les chercheurs le précisent, le toilettage social peut apporter des bénéfices, puisqu'il permet notamment au toiletteur de se nourrir des parasites qu'il va trouver chez son congénère. Or ici, dans ce cas, le comportement n'apporte rien à celui ou celle qui l'exécute. En revanche, il apporte tout un nouveau domaine de recherche aux scientifiques. Les cassicans siffleurs coopèrent entre eux de manière apparemment désintéressée, et nous l'ignorions. En fait, si on y réfléchit bien, les chercheurs ont reçu une réponse certes inattendue à leur question. La question étant comment l'épi s'adapte-t-elle aux changements que nous leur infligeons? Eh bien, elles inventent de nouveaux comportements. Bref, dit Dominique Potvin, nous avions des citrons, nous en avons fait de la limonade. La presse mondiale, je l'ai signalé puisque j'avais reçu des mails, a elle-même largement relayé cette information et je voudrais m'arrêter à la manière dont le New York Times, en date du 17 mars, a titré cette histoire. Des clever birds australiens n'ont pas consenti à une expérience scientifique. Cette nouvelle mouture est allée virale sur les différents réseaux sociaux et dans d'autres journaux avec des titres éloquents du type « Les oiseaux n'ont pas donné leur consentement informé aux recherches ». L'article du New York Times présente les mêmes faits que les journaux relayant les recherches scientifiques auxquelles j'avais eu accès du côté français, mais ajoute certaines choses à propos des pies. Alors, je vais citer le New York Times. Les Australiens connaissent surtout les pies pour leur penchant pour la malice. L'un des rites de passage des enfants australiens consiste à esquiver les oiseaux chaque printemps lorsqu'ils descendent en piqué pour attaquer ceux qu'ils considèrent comme une menace. Fait remarquable, continue l'article, les pies peuvent reconnaître les visages de 30 personnes, ce qui correspond au nombre moyen de personnes vivant sur le territoire d'une pie. Il est très rare, dit un expert, Daryl Jones, expert en pies à l'université de Griffith, il est très rare que les pies attaquent plus d'une ou deux personnes. Ce sont les mêmes personnes individuelles qu'elles attaquent à chaque fois. Et les pies ont une longue mémoire. L'un des assistants du docteur Jones a été attaqué à son retour, après 15 ans d'absence, du territoire d'un oiseau. Comme le dit Sean Dooley, responsable des affaires publiques de la BirdLife of Australia, si vous pensez que c'est personnel, vous avez raison. Je proposerais de faire de cette histoire un cas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cas? Précisons-le. Un cas, ce n'est en aucun cas une illustration ou un exemple. Les exemples illustrent, ils collent à une théorie déjà toute prête, ils viennent en renfort, ils se mettent docilement au service de cette théorie, ils n'ajoutent rien. Surtout, ils ne mènent pas ailleurs. Les cas, en revanche, mettent au travail. D'abord parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'ils auront à nous dire, on ignore là où ils vont vous mener. Un cas, donc, dans le sens où je l'entends, n'a pas de pouvoir explicatif, seulement un pouvoir narratif, c'est-à-dire un pouvoir de mise en connexion, toute contingente et, je dirais, exploratrice. Un cas, en outre, offre beaucoup de liberté. Voilà pourquoi je préfère les cas. On peut tirer un fil, puis un autre, et puis on voit comme ça émerger quantité de récits différents, et on peut faire émerger une quantité incroyable de récits en choisissant simplement de suivre le fil qui nous intéresse. Mais tous les récits que je vais tenter de dénouer et de renouer au départ de ce cas, aussi différents soient-ils, peuvent se tisser autour d'un thème commun qui m'intéresse pour le moment, c'est le thème de l'histoire. Et c'est en ce sens qu'il fallait comprendre mon titre, Histoire avec les animaux. Je parle de l'histoire comme science, comme pratique de reconstitution d'un passé avec des acteurs, avec des événements, etc. Bref. Anna Tsink, dans le très beau livre qui sera publié en français, je pense, cette année-ci, Field Guide to the Patchy Anthropocene, écrit ceci. Ça, c'est ma traduction. L'histoire est de retour, révélant le déroulement dynamique d'un passé et d'un avenir commun d'une manière étonnamment nouvelle. Qu'est-ce qu'elle veut dire? L'histoire est de retour. Eh bien, dans la perspective qui est la sienne, cela signifie que nous n'avons plus d'autre choix que de prendre acte du fait que nos vies et celles des autres organismes
sont à ce point enchevêtrés qu'il est devenu impensable et impossible de penser l'histoire sans prendre en compte leur rôle actif, leurs projets, la manière dont ces projets animaux et d'êtres vivants, de plantes, de bactéries, de virus s'articulent aux nôtres, parfois pour les favoriser, parfois pour les entraver sérieusement. Ce qui veut dire qu'il est devenu impossible de considérer, comme nous les modernes l'avons si longtemps fait, que nous sommes, nous humains, les seuls acteurs historiques et que les autres ne seraient au mieux, n'en seraient au mieux que le vague paysage, au pire, les ressources pour nos actions. Alors pourquoi maintenant cette histoire commune apparaît-elle non seulement possible, mais impérativement nécessaire? Je vais m'atteler à trouver des récits qui ne vont pas l'expliquer, mais qui devraient m'aider à faire une espèce de diagnostic de ce qui nous arrive et de ce qui arrive aux autres vivants. Mais avant ce diagnostic, il me semble d'abord utile d'envisager pourquoi ça a été si difficile, si impensable de considérer les autres qu'humains comme des acteurs historiques à part entière. L'histoire, c'était les humains, et encore pas tous, vous allez le voir. Et parmi les humains, pas tous, c'était surtout les hommes. N'oubliez pas, les femmes sont très, très tardivement entrées dans l'histoire. Mais les animaux ont suivi de quelques années. C'est peut-être pas d'ailleurs une coïncidence. Bref. Alors, un premier constat pour expliquer, enfin, en tout cas pour rendre compte de la difficulté pour l'histoire de prendre en compte des organismes vivants, animaux, bactéries, virus, plantes, etc., c'est les autres qu'humains, on va les appeler comme ça, à quelques exceptions près, ne partagent pas du tout les mêmes temporalités que celles qui guident, de manière non seulement très anthropocentrée, mais surtout très impérialiste, nos propres schèmes historiques. Pour le dire simplement, à eux, autres qu'humains, revenait l'histoire de l'évolution, une histoire lente et froide. Ah, je vous en prie, c'était joli. Ils ont bien le droit de parler aussi, hein? Bon, à eux revenait donc l'histoire lente et froide de l'évolution, où les changements prennent la plupart du temps des millénaires, parfois au mieux des siècles. À nous reviendrait, ou plutôt à certains d'entre nous, une histoire chaude et agitée, dont les humains, ou plus précisément certains d'entre eux, sont les seuls véritables acteurs. Il n'est peut-être pas inutile de se souvenir en passant que l'anthropologie, quand je parle histoire chaude, histoire froide, que l'anthropologie elle-même avait utilisé ces notions d'histoire ou de société froide par opposition aux sociétés chaudes. Les premières, les froides, parce qu'elles seraient restées en quelque sorte en dehors de l'histoire, les secondes parce qu'elles auraient contribué à l'histoire de l'humanité. Je reviendrai ultérieurement pour quelques lignes sur cette proposition de l'anthropologue Lévi-Strauss, car elle nous permettra d'essayer de spéculer sur un des motifs du changement qui est en train de nous arriver. Alors, il y a bien sûr la théorie de l'évolution de Darwin qui a introduit une forme d'historicité, puisqu'elle insiste comme théorie sur les transformations. Mais en fait, la théorie de Darwin n'insiste pas beaucoup sur le fait que les animaux pourraient être des acteurs de ces transformations. Ce sont des transformations qui se font sur le long temps, et les animaux, ils sont comment dire, objets de changement, pas sujets de changement. C'est assez étonnant d'ailleurs que j'ai réalisé dernièrement en lisant un livre qui n'a rien à voir avec ça, à quel point en effet on conçoit l'évolution des animaux comme s'ils étaient les sujets passifs des changements qui leur arrivent. Il y a un organe qui leur pousse, il y a de nouveaux comportements qui leur tombent dessus, etc. En fait, je réalise à quel point c'est nos manières de raconter qui fait qu'ils n'entrent pas dans l'histoire, qu'il y avait tout chez Darwin pour les faire entrer dans l'histoire. Simplement, il faut considérer les changements comme différents. Si une aile vous vient même très très progressivement, il y a un moment donné où il faut que un oiseau pense à l'utiliser et le fasse. Et si vous racontez l'histoire de cette manière-là, c'est plus du tout la même théorie de l'évolution. C'est la même théorie de l'évolution scientifiquement, mais à ce moment-là, c'est plus du tout. À un moment donné, les ailes arrivent aux oiseaux. Non, il y a des oiseaux qui, à un moment donné, se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser quelque chose qui avait émergé et qui était devenu suffisamment présent, opérationnel pour pouvoir être utilisé. Et une fois, à ce moment-là, on a une histoire du changement. Mais jusqu'à présent, la manière dont on nous raconte l'évolution, dont les biologistes racontent l'évolution, ne permettent pas de penser les animaux en termes d'acteurs. Une autre difficulté émerge aussi avec la théorie de l'évolution, c'est le fait que
les animaux sont toujours considérés comme n'obéissant qu'à des contraintes d'utilité et de survie. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On veille à la reproduction et on veille à survivre. Ça ne permet pas de relever des comportements d'inventivité. Ça ne permet pas de faire émerger des comportements de créativité. Si vous êtes uniquement obnubilé par survivre et vous reproduire, ça laisse peu la place pour d'autres activités que pourtant les animaux ne cessent de pratiquer, mais qu'on ne voit pas parce que ça n'intéresse pas les biologistes, ou peu, maintenant ça commence à changer. Une autre chose, donc ça fait dire que ces conceptions de la biologie, ce qu'elles font aussi, c'est considérer un peu les animaux comme des mécaniques, en quelque sorte. Ils sont mus par des déterminismes physiologiques, l'instinct par exemple, ils sont mus par leurs instincts. L'instinct, ça ne fait pas vraiment un bon acteur historique. Je veux dire, ça ne fabrique pas de l'historicité, l'instinct. Vous n'êtes pas vous-même responsable de vos actions. Si vous agissez par instinct, c'est le programme qui parle en vous. Un peu comme si on disait, un orgue de barbarie ne fait pas vraiment de la musique. Il fait des sons, il fait tout ce que vous voulez, mais on ne considérera pas l'orgue de barbarie comme un musicien. Les animaux mus par leur instinct ne sont pas vraiment des acteurs non plus. Bref. Alors, il y a aussi un troisième point, c'est surtout au XXe siècle, donc ça c'est chez les post-darwiniens, les néo-darwiniens, la nouvelle synthèse de l'évolution, c'est qu'on a beaucoup insisté sur le programme génétique, une fois qu'on a commencé à le découvrir. Et le programme génétique faisait que les biologistes insistaient beaucoup sur la stabilité, sur les constances, sur ce qui étaient les invariants. Et donc, on voyait les animaux comme toujours identiques à eux-mêmes. Et donc, pas de changement. Voilà. Mais ça a changé. Donc, dans mon diagnostic, il y a déjà une petite porte qui s'ouvre au début du XXIe siècle, parce qu'avec les nouvelles technologies qui vont permettre de décrire beaucoup plus précisément l'héritage génétique de chaque espèce, il est devenu beaucoup plus évident que les animaux, les organismes ne cessent d'évoluer et qu'il y a tout le temps des petits changements génétiques dont beaucoup se font en réponse aux changements environnementaux, c'est-à-dire historiquement. Si des changements génétiques se font en réponse à des changements environnementaux, vous entrez dans le régime de l'historicité, vous entrez dans le régime de l'histoire. Et que c'est vrai que si beaucoup d'éléments du génome restent stables et inchangés, on se rend en même temps compte, et ça c'est les toutes belles découvertes de la biologie, que des gènes peuvent ou non s'exprimer, donc parfois ils s'expriment, parfois pas, et que d'autre part, cette expression des gènes dépend des histoires des vies. Ainsi, ce qu'on appelle l'expression épigénétique peut conduire à des changements à la génération suivante. On a par exemple observé, pour ceux qui ne me suivent plus ici, il faut dire que moi-même je ne suivais pas toujours très bien, qu'il a fallu que je relise 4 fois l'article pour le comprendre. J'aurais mieux fait d'aller au cours de biologie. On a par exemple observé que chez les souris, un traumatisme précoce semble avoir des répercussions comportementales et métaboliques sur les générations suivantes. Ensuite, on découvre également que les gènes peuvent changer par des mécanismes autres que la mutation, donc la mauvaise copie, ou l'hérédité parentale. Les bactéries, par exemple, ne cessent d'échanger du matériel génétique les unes avec les autres, ce qui conduit les biologistes à dire qu'elles empruntent du matériel génétique à d'autres, et parfois même à d'autres règnes. En d'autres termes, les espèces ont des relations avec d'autres espèces qui débordent largement celles des relations proie-prédateur. Enfin, et toujours selon les mêmes biologistes, et je parle ici notamment de Lynn Margulis et Scott Gilbert, il devient de plus en plus difficile de parler des organismes en termes d'individus. Ça, c'est aussi un des tout grands changements de cette nouvelle biologie. Ce que nous appelons notre corps, notre moi, s'avère être un organisme plus ses communautés microbiennes permanentes. Ce qui veut dire que nous sommes composés d'une myriade d'êtres, alors des milliers et des milliers et des milliers d'êtres, microbes, bactéries, champignons, tout comme le sont pratiquement tous les êtres vivants. Ainsi, pour prendre un exemple très simple, les vaches qui broutent de l'herbe, l'expliquait Scott Gilbert en 2015, ne possèdent pas la protéine enzymatique nécessaire à la digestion de la cellulose, mais maintiennent dans leur intestin une communauté symbiotique de micro-organismes qui s'occupent de digérer l'herbe pour la vache. Nous sommes donc des êtres multiples et composés, nous sommes des assemblages, nous sommes, le mot et de ces biologistes, des holobiontes, nous sommes des symbiotes. En fait, proposait même Gilbert en 2015, nous n'avons jamais été des individus, même si on le croyait. En d'autres termes, et je reviens ici à l'anthropologue Anne Natzing, dont je vous parlais il y a quelques minutes, les rencontres interspécifiques façonnent les êtres.
Et ça vaut pour tous les vivants. Et la sélection naturelle n'agit donc ni sur les individus seuls, ni sur les seules espèces, ni sur les seuls génomes. Elle agit sur des assemblages, sur des relations. Personne n'est seul. Et c'est devenu d'ailleurs plus évident, en tout cas, je veux dire, pour moi, c'était vraiment le truc qui permet de vraiment bien comprendre ce qui se passe. C'est au début du XXIe siècle, on a découvert une quantité incroyable de bactéries et d'autres invisibles dans une minuscule goutte d'eau de mer. Mais au XXIe siècle, on découvre des bactéries qu'on n'a jamais vues, dont on ignorait totalement l'existence. C'est pas un peu surprenant? Ben, en fait, si on ne les connaissait pas, c'est parce que dans les laboratoires, on ne pouvait observer que des bactéries isolées, c'est-à-dire des bactéries qui n'en ont pas besoin d'autres, parce qu'autrement, elles ne tiennent pas le coup en éprouvette. Donc, si vous voulez observer des organismes vivants, dans une éprouvette, vous ne pouvez observer que des individus qui n'ont pas besoin d'être en symbiose avec d'autres, sinon ils ne restent pas vivants. Et ceux qui ne peuvent pas se maintenir dans l'existence que par et avec d'autres, avaient donc complètement échappé au dispositif de recherche, qui ne pouvaient observer dans les fioles et les cultures et les boîtes de pétri que celles qui pouvaient tenir toutes seules. Ce que la biologie découvre donc avec ces enchevêtrements de vie, l'Anthropocène nous le fait découvrir à son tour. Et c'est de ceci dont je vais vous parler pendant quelques minutes. Qu'est-ce que l'Anthropocène nous apprend et nous fait découvrir sur un mode évidemment bien plus dramatique. En fait, on découvre avec pas mal d'effarement à quel point nos vies humaines sont inextricablement liées à celles des autres vivants. Bien entendu, on savait déjà qu'on avait besoin d'eux pour nous nourrir, mais ce type de rapport, qu'il soit de domestication ou de prédation, n'encourageait pas, en tout cas dans notre tradition, le fait que nous considérions ces autres comme nécessaires à nos vies, comme des co-auteurs de nos histoires. Je veux dire, il commence à exister une histoire des vaches. Mais c'est tout récent, comment les vaches ont été importantes dans la croissance des petits humains, comment elles ont permis pas mal de pratiques culinaires, comment elles ont permis quantité de choses. Mais de dire les vaches sont des acteurs historiques, ça reste quand même un peu difficile à dire. Bon, on va essayer quand même. Hein. Le statut de ressource, pour le dire brièvement, barre la route à toute forme d'historicité. Ou à cette conception. Bien sûr, quand les abeilles et les pollinisateurs commencent à disparaître de manière dramatique, on commence à prendre la mesure de leur importance. Mais ça ne fait pas d'eux des acteurs historiques. On ne fait pas nécessairement cette histoire. Alors, j'ai aimé un jour entendre dans une interview, et j'ai adoré l'entendre raconter ça. Un jour, il y a un biologiste dans une interview que je regardais à la TV, je ne sais même plus son nom parce que j'ai juste noté ce qu'il disait, mais je n'ai pas eu de bons réflexes. Il disait un jour, il y a une mouche ivre morte qui est tombée dans une cruche de lait et ainsi, elle a inventé le fromage. Il y a 5000 ans. Bon, c'est vrai que c'est joli, mais ça semble plutôt de l'ordre du récit métaphorique, peut-être même pédagogique. Mais il faut avouer, on n'y croit pas vraiment. On parlera peut-être de la mouche du vinaigre pour désigner les habitudes gustatives et légèrement alcooliques des drosophiles, qui, soit dit en passant, sont le lumpenprolétariat des laboratoires étudiant la génétique. Mais on ne parle pas, que je sache, des mouches fromagères. En revanche, la situation devient assez différente lorsque certains organismes, qu'ils soient des mauvaises herbes devenant incontrôlables, des champignons parasites qui défient tous les fongicides, des bactéries qui se mettent à résister aux antibiotiques, quand tous ces êtres se mettent à entrer dans la danse. Car ce à quoi on assiste alors, c'est un changement dramatique des temporalités. Hein, on croyait qu'ils se développaient que sur le temps long de l'histoire de l'évolution. Ben, les bactéries, elles vont parfois plus vite que nous. Les champignons, ils vont parfois plus vite que nous. Les mauvaises herbes, elles vont parfois plus vite que nous aussi, et je vais vous en citer une. C'est ce qu'on peut considérer comme une dimension cruciale de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Ce sont ces nouveaux êtres qui nous arrivent dessus. Les temporalités de quantité d'autres vivants autres qu'humains ont été sérieusement modifiés sous les effets des pratiques de la modernité. Ils changent, ils s'adaptent, ils se réinventent à une vitesse qui défie l'imagination. Quantité d'organismes vont devenir ce que Anna Tsing appelle des maîtres en intervention, des non-humains qui se mêlent avec une agilité incroyable aux affaires humaines, qui font des choses inattendues, qui acquièrent de nouvelles capacités historiquement développées
grâce à leur relation avec les infrastructures du capitalisme et qui interfèrent avec elles. Alors certains de ces organismes modifient leur système de reproduction pour proliférer dans d'infinies diasporas favorisées par nos systèmes d'exploitation et d'échange. Anna Tsing reprend l'exemple des Jacintho, et je trouve que c'est un exemple, j'aurais pu prendre la renouée du Japon, mais la Jacintho est encore meilleure dans la destruction et dans l'éradication de tout ce qui vit. On va la prendre ici comme acteur historique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est les Jacintho? Alors, Anna Tsing a une phrase absolument merveilleuse que je dois absolument vous répéter. C'est donc ce qu'on appelle une mauvaise herbe, comme la renouée du Japon, comme quantité de prolifération. Et Anna Tsing dit, en reprenant la phrase de Beauvoir, « On ne naît pas mauvaise herbe, on le devient ». Alors, qu'est-ce que sont les Jacintho? Ce sont des plantes aquatiques qui, dans leur milieu d'origine, qui sont des eaux en général vivantes, pleines de diversité de vie, pleines d'organismes, et les Jacintho, dans leur milieu d'origine, se reproduisent extrêmement, avec beaucoup de précision et avec assez bien de lenteur. Pourquoi? Parce qu'elles ont 3 systèmes différents de reproduction. Donc il y a 3 manières d'être mâle et femelle chez les Jacintho, et elles ne peuvent pas s'acoquiner avec n'importe qui. Et elles ont en plus besoin des pollinisateurs. Donc vous voyez, la rencontre se fait donc la rencontre, elle est plutôt, je ne dis pas que c'est par chance, mais enfin il faut un peu de chance pour les Jacintho pour se reproduire. Et puis, on va aller, alors je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais on a fait venir les Jacintho parce qu'elles sont très belles, donc on les a mis dans des jardins anglais, puis ça a permis, enfin voilà, il y a un petit peu le truc des eaux, quoi. On montre, je vais dire, l'Empire britannique montre un peu la beauté de tout ce qu'il ramène d'un peu partout ailleurs, et donc on a mis des Jacintho un peu partout. Eh bien, première bêtise. Deuxième bêtise, les Jacintho ont fini évidemment par s'évader des beaux jardins dans lesquels elles étaient censées se contenter d'être belles. Eh bien, les Jacintho ne se sont pas contentées d'être très belles. Elles ont pris la tangente et elles sont allées s'installer sur des cours d'eau, mais des cours d'eau pas n'importe lesquels. En fait, la plupart des cours d'eau des pays industrialisés ont été fortement ralentis par des barrages, par des plans d'eau, etc. L'eau, je veux dire, les rivières telles qu'on les connaissait, je vous conseille le beau livre de Baptiste Morisot sur les castors à ce sujet-là, les rivières telles qu'on les connaissait, pleines de vie, de diversité, de mouvements, de vitesses différentes, et que les castors d'ailleurs pourraient favoriser, les plans d'eau des ingénieurs, ce sont des plans d'eau stagnants et extrêmement homogènes. C'est la création de bassins fermés, de barrages, de cours d'eau lents, etc., etc. Eh bien, en milieu homogène, notre petite Jacintho, elle va faire à l'économie. Plus besoin de la diversité que garantissait, d'une certaine manière, la reproduction sexuée telle qu'elle était inventée telle que cela était inventé au cours de l'évolution, la Jacintho. Alors les plantes vont d'abord apprendre, tant qu'on y est, puisqu'on n'a plus besoin de diversité, elles vont commencer à s'autoféconder. On peut bien se passer des insectes et des pollinisateurs, c'est quand même bien plus simple de devoir compter que sur soi-même. Et puis très rapidement, même l'autofécondation, ça restait quand même des efforts inutiles. La Jacintho, puisque les conditions devenaient de plus en plus homogènes, elle a fini par se cloner. Et c'est là que les très graves ennuis ont commencé. Dans des milieux tellement homogénéisés, pourquoi perdre son temps à créer de l'hétérogène qui permettrait normalement de faire face aux aléas des situations? Il n'y a plus d'aléas des situations. Et ces plantes, en se clonant, créent à une vitesse phénoménale de véritables matelas végétaux, très denses et très épais à la surface des eaux. Elles créent, profitant des infrastructures des ingénieurs du capitalisme, je vais le dire comme Anna Tsing, elles créent des infrastructures botaniques qui, en s'articulant aux infrastructures des ingénieurs, entravent la circulation des bateaux, empêchent la pêche, empêchent l'irrigation, bref, étouffent toute forme de vie dans l'eau et rendent celle-ci impropre à la consommation. Et toute tentative d'éradication est vouée à l'échec. Le clonage est à ce point parfait, c'est une arme redoutable, le clonage, et ne fait d'une certaine manière que retarder un petit peu la catastrophe. Ainsi, pour vous citer un seul exemple, le delta du Bengale, qui était le véritable grenier à riz de l'Asie du 19e, devient au XXe siècle une terre absolument dévastée en la présence de la Jacintho, qui a tout recouvert, rendant toute agriculture impossible. En 1943, 3 millions de personnes sont mortes de faim.
Ces organismes qui peuvent tout détruire, notre santé, les cultures, les eaux, les autres vies, etc., sont devenus, dit Anna Tsing, et je vais dire, il y a tout un atlas, elle fait tout un atlas de tous ces êtres destructeurs, sont devenus innombrables. Ils détruisent les habitats, fichent en l'air des plantations, mènent d'autres espèces à l'extinction, profitent de nos infrastructures pour proliférer, comme certains champignons devenus très dangereux, ou les plantes que vous connaissez comme la renouée du Japon. Tous ces êtres, en outre, expérimentent des solutions et trouvent à chaque fois les variants les plus aptes à contrecarrer les tentatives humaines de les limiter ou de les contrôler. Ce sont, dit Tsing, de véritables ingénieurs écologiques, comme l'ont été, mais de manière bien plus négociable et favorable pour nous, les castors ou les vers de terre. Revenons à la question de l'histoire. Le fait qu'Anna Tsing décide de plutôt documenter des cas quand même un peu dramatiques où des organismes agissent en quelque sorte, non pas intentionnellement contre nous, mais contrecarrent tous nos projets, agissent surtout de manière inattendue et imprévisible, n'est pas fortuit. Son choix à elle n'est pas fortuit. Parce que non seulement ces individus, ces organismes changent avec une énergie incroyable à un rythme époustouflant, mais ces autres qu'humains transforment des mondes. Ce qui fait d'eux, dit-elle, des protagonistes robustes comme sujet d'histoire. On ajoutera de toute façon que même les vers et les castors n'auraient pas pu être de bons candidats pour cette mise en histoire, puisque leur travail est plus souvent du type travail invisible. C'est quand ils ne le font pas qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Notez bien, les castors, quand ils le font aussi, il y a un problème, mais seulement au début. J'ai appris d'ailleurs que les castors français, je ne sais pas ce qu'il en a en Belgique, sont très peu constructeurs, là où les castors américains sont des bâtisseurs de pyramides, quoi. Et l'hypothèse que les scientifiques émettent, pour, ça aussi, ça pourrait les faire entrer dans l'historicité, c'est qu'en France, ils ont été tellement éradiqués que ceux qui se faisaient repérer, c'était les bâtisseurs, et que c'est eux qui se faisaient éliminer d'abord, et que donc il y aurait eu une pression sélective sur les castors non bâtisseurs, et que c'est pour ça qu'on a si peu de castors bâtisseurs du côté, enfin en tout cas en Europe. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Belgique, puisque on les a, qui font quand même des choses qui parfois les font repérer, on va le dire comme ça. Bref. Donc je vais dire que ces castors et vers de terre font un travail invisible, ou en tout cas qui est très peu visibilisé, et c'est quand ils disparaissent qu'on se rend compte à quel point leur travail est important. Et faire du travail invisible, toutes les professions de ce qu'on a appelé les premières lignes pendant la pandémie savent que ce ne sont pas des bonnes conditions pour être rendus visibles. Bref. En revanche, les êtres devenus incontrôlables, ces bactéries résistantes aux antibiotiques, ces plantes dites invasives, ces champignons voraces et ces espèces opportunistes sont impossibles à ignorer. Leur histoire se mêle à la nôtre et dans leurs activités transformatrices, ils se déclarent tellement peu coopératifs avec d'autres espèces, ils échappent tellement à tout contrôle pour, d'une certaine manière, développer leur propre logique, leur propre trajectoire et leur propre projet, qu'on ne peut s'empêcher de les reconnaître un statut de véritables acteurs. Bref, c'est Anna Tsing, je le répète, la raison même pour laquelle leur historicité est évidente. Mais je voudrais revenir au départ de ce fil que je suis en train de débobiner, au départ de Nopi. Et en fait, le fil que je suis en train de débobiner, c'est la question de la temporalité. C'est celui-là que j'ai pris en disant, tiens, mais quand on entre dans les temporalités humaines et qu'on peut même les dépasser, d'une certaine manière, les conditions sont déjà, et puis de façon très visible, les conditions deviennent bonnes pour devenir un acteur historique, enfin pour être reconnu comme un acteur historique. Et c'est donc ça que les Pi nous montraient, c'est qu'en changeant, en modifiant leur manière d'agir dans leur rapport avec les humains, eh bien, d'une certaine manière, les Pi se sont inscrites dans notre temporalité. Avant, elles étaient comme ça, il y a quelques heures d'ici, elles n'étaient pas coopératives. En février 2022, elles deviennent coopératives. En fait, il y a de l'ordre du « ce jour-là ». Ce jour-là, il est arrivé quelque chose. Et c'est un animal qui l'a fait. On entre dans le cadre et du récit, et de la narration, et de l'histoire. Ce jour-là, les Pi ont modifié leur manière d'être, elles ont manifesté de nouvelles puissances. Il y a événement. À partir de là, je me rends compte que ceci est une conférence où je teste des nouveaux matériaux. Donc, c'est parfois un peu plus difficile que ça ne devrait l'être. Donc, je vais vous faire un petit résumé pour ceux qui se seraient endormis,
ou qui auraient perdu un petit morceau, je vais vous faire un tout petit résumé de tout ce que je viens de faire ici. Rassurez-vous, ça ira vite. À partir de là, donc je vous ai dit, les Pi rentrent dans une nouvelle temporalité. Je revisite les raisons qui avaient jusqu'à présent empêché le fait de considérer les autres qu'humains comme des acteurs historiques avec leurs propres projets. D'abord, le temps long de l'évolution comme mesure de l'histoire. Il n'y a pas de ce jour-là dans l'évolution, ou alors on est créationniste. Ce jour-là, Dieu a créé le monde, mais le problème n'est pas résolu puisque le seul véritable acteur, c'est Dieu. Donc on n'est toujours pas avec des animaux. Donc on laisse tomber le créationnisme et on revient à la temporalité longue de l'évolution, il n'y a pas de ce jour-là. Ensuite, le fait que les organismes sont considérés soit comme des ressources inertes, soit comme agis par les déterminismes biologiques, par les instincts, par un programme, par des gènes, etc., plutôt que agissant. Deuxième raison. Avec Anna Tsing, nous avons envisagé que la façon dont quantité d'êtres autres qu'humains utilisent, détournent et contrecarrent les projets caractéristiques de ce qu'en gros on peut appeler le capitalisme rend explicite et évidente leur historicité, leur rôle actif comme protagoniste robuste d'une histoire qui n'est plus ni exclusivement ni exceptionnellement humaine. Il ne peut non plus avoir d'autre histoire qu'interspécifique. J'ai fini mon résumé. On recommence avec de la matière nouvelle. Concentrez-vous. Je ne vais pas rompre mon fil, je vais encore un peu le prolonger, mais je voudrais l'articuler à autre chose. Et je vais bifurquer au départ de ces dernières propositions. Je vous ai dit, l'historicité de tous ces êtres est rendue d'autant plus évidente, dit Tsing, par le fait que nous n'avons plus les moyens de les contrôler, qu'ils résistent à toutes nos tentatives, qu'elles soient de guerre ou de négociation. C'est ce qui, je le précise, conduit Anna Tsing, l'anthropologue Anna Tsing, à leur donner un statut particulier. Ces êtres, dit-elle, et c'est très joli, sont féraux. Alors ça, c'est un mot que les éthologues connaissent un peu, que les chasseurs connaissent, etc. La féralité, dans l'acception courante, normalement la féralité, désigne des êtres qui autrefois étaient domestiqués et sont retournés à la sauvagerie. Par exemple, on connaît beaucoup de cas de chevaux féraux. Il y a des cochons qui deviennent féraux, enfin pas tellement chez nous, mais ça arrive dans d'autres cultures. Bref, ils retournent à la sauvagerie. On parle aussi dans leur cas de marronisation, en référence aux esclaves qui s'échappaient des plantations. Tsing propose d'étendre le terme féral à ceux qui se trouvent mêlés aux affaires humaines, à tous ces organismes champignons, bactéries, parasites, mauvaises herbes, qui n'ont ni la docilité des êtres domestiqués, ni la malléabilité que nous imaginons des ressources naturelles. Donc, ils sont à la fois sauvages et à la fois complètement articulés, ils en sont même en quelque sorte façonnés par des projets humains, ce qui justifie l'acception par Anna Tsing de l'extension par Anna Tsing du terme féralité à ces nouveaux êtres qui ne sont ni totalement naturels ni totalement culturels. Bref, jusqu'où pourrait-on étendre la féralité? C'est moi qui pose la question. Peut-on par exemple penser que les loups qui ont si bien intégré la Convention de Berne qui les protège depuis 1979 et qui ont d'ailleurs modifié leurs habitudes de prédation, attaquant sans vergogne en plein jour au nez et à la barbe des bergers éberlués leurs moutons, sont féraux. Ces bergers éberlués, que j'ai d'ailleurs pu entendre dire au sujet de ces loups, ils se promènent avec la Convention de Berne entre les pattes. Est-ce que la proposition de l'Union européenne du 27 septembre 2024 visant à les faire passer de faune strictement protégée à faune simplement protégée, vous voyez ce que ça peut vouloir dire comme conséquence, vive les chasseurs, va les amener à changer et à prendre plus de précautions? Est-ce que les loups vont devenir plus précautionneux? Ce qui est également intéressant dans cette histoire, c'est que justement, c'est le genre de situation que l'historien français des animaux, donc l'historien qui essaye de remettre les animaux dans l'histoire, Éric Baratet, souligne comme une bonne condition, de ce que j'appelle une bonne condition d'historicité. Si nous voulons, dit Baratet, comprendre l'histoire du point de vue de l'animal,
nous pouvons, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait, c'est son travail, c'était son travail une bonne partie de sa carrière, écrire quelques grandes biographies d'animaux célèbres et essayer de voir comment eux-mêmes ont vécu la situation, comment ils ont essayé de s'y adapter, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Donc lui, par exemple, il a raconté un taureau dans une corrida qui était célèbre parce qu'il a tué son toréador. Et puis il reprend aussi son exemple le plus célèbre, c'est la girafe qui a été offerte à Charles X, qui vivait à Paris, par un pacha d'Égypte, et qui a dû traverser à pied depuis Marseille, où elle est arrivée en bateau, toute la France. Et Baraté a repris toutes les archives de tout ce qu'on racontait et essaye de voir, du point de vue de la girafe, comment est-ce qu'elle a vécu ce voyage. Et donc, il fait vraiment une histoire à contre-courant, en quelque sorte. Prendre les témoignages humains pour essayer de penser, mais qu'est-ce que cette girafe pensait? Et c'est d'éthologues, de vétérinaires, etc., pour dire, à votre avis, la girafe, qu'est-ce qu'elle dit quand elle fait ça? Voilà, comment est-ce qu'elle se sent à ce moment-là, etc. Comment est-ce qu'on parle, par exemple, est-ce qu'elle est stressée? Comment est-ce qu'on pourrait voir son trait? Et puis, oui, les gens décrivent que par moments, elle était paralysée par la peur et des choses comme ça. Bref. Mais Baraté, qui fait quelques grandes biographies, et que c'est un peu problématique pour les historiens, ce que Baraté fait. Pourquoi? Parce que les historiens, depuis quand même quelques décennies, disent l'histoire ne doit plus être racontée du point de vue des grands hommes. C'est de la mauvaise, enfin, c'est pas de la mauvaise histoire, mais c'est de la vieille histoire, c'est de la vieille manière de faire histoire. Maintenant, il faut retrouver des histoires de collectif, des histoires de mentalité, des histoires d'infrastructure, mais plus les grandes biographies de tels grands personnages. Et Baraté arrive avec des grands personnages animaux. C'est un peu embêtant. Et je crois qu'il s'en rend tout à fait compte. Et c'est d'ailleurs ce qui le pousse à dire, finalement, ce qui serait peut-être plus intéressant encore, c'est de voir les groupes d'animaux, comment est-ce qu'ils ont évolué, comment est-ce qu'ils se sont modifiés, en quelles conséquences ça a eu sur les humains et sur les autres animaux. Par exemple, comment les loups, il prend cet exemple-là, un temps qui était anthropophage durant l'Ancien Régime, ont fini par abandonner cette pratique. Ben, ça fait des acteurs historiques. Énopie, dans cette histoire, je ne les ai pas perdus, ne vous inquiétez pas. Si nous ne pouvons pas proprement parler de féralité, quoique je pense que oui, mais il faudra que je pose la question à Natsing, elles ont acquis un statut quand même très hybride entre sauvagerie et domestication. Ne sont-elles pas, dans ce cas, extrêmement dénaturalisées? Alors j'entends ce terme non pas au sens d'une critique que je ferai aux chercheurs de dénaturaliser les animaux, car ce serait accorder du crédit à la séparation entre nature et culture, cette fameuse séparation moderne. Au sens, si j'utilise dénaturaliser, c'est plutôt au sens de Baptiste Morisot, quand il parle des loups, par exemple, ou de Philippe Descola, quand il parle du naturalisme des modernes. Dénaturaliser les autres qu'humains, c'est les sortir de la distinction nature-culture en disant cette distinction ne peut pas tenir pour eux. C'est les exempter, en quelque sorte, du rôle qu'on leur donne, de l'assignation à être de la nature, avec tout ce que cette assignation charrie comme conséquence dans la manière de penser, de s'adresser. En fait, on les sort du règne des choses pour les rendre au règne, en quelque sorte, des sujets. En d'autres termes, les pies sont dénaturalisées au sens où elles échappent au déterminisme de la biologie, dans la mesure où on les reconnaît comme des inventrices, des créatrices de nouvelles manières d'être, et en sortant du régime des causes, elles sortent du régime des choses. Mais il y a un autre fil qui dépasse de mon tissu, qui n'est pas très bien ourlé comme vous pouvez le voir, et nous pouvons, sans toujours lâcher l'épi que nous venons à peine de retrouver, explorer là où il pourrait nous mener. Tsing insistait sur le fait que l'historicité devient d'autant plus évidente que les autres qu'humains, les organismes vivants, nous obligent à prendre en compte le fait qu'ils ont leur propre trajectoire, leur propre projet, leur propre idée de la manière dont ils veulent composer avec le monde et composer des mondes. Et en dépit de ce que nous pensons et ce que nous souhaitons. Elle dit, là on a vraiment un bon cas où c'est évident qu'on a des acteurs historiques, qu'on doit les prendre au sérieux comme acteurs historiques. Bref, en fait, c'est quand ils sont récalcitrants, quand ils vont contre nous, qu'ils en font qu'à leur tête. C'est ça la récalcitrance. Bartleby, dans le roman de Melville, c'est « je préférerais ne pas ». Je préférerais ne pas. Bref. En fait, si la récalcitrance est un bon indice de possibilité d'historicité, repensez à mes petites pies du New York Times. Les pies n'ont pas consenti à ce qu'on leur proposait. Elles ont résisté.
Je signale en passant, mais ce n'est pas là où je voudrais me diriger, mais je trouve que l'idée quand même mérite d'être explorée 2 minutes, que l'idée du consentement informé, qui est évoquée sur le ton de l'humour par le New York Times et par d'autres journaux, n'est pas tellement aberrante. Depuis quelques années, il y a quantité de recherches avec des animaux, que ce soit avec des chimpanzés, avec des perroquets, avec des chiens ou avec des rats, et d'autres encore, ont complètement modifié leur manière de procéder. Dorénavant, seuls les animaux volontaires y participent. Chez Matsuzawa, mais chez bien d'autres encore, par exemple les chimpanzés, on les appelle le matin. S'ils ont envie de venir participer à l'expérience, ils viennent, sinon ils vont jouer au jardin. Évidemment, ça ne vaut pas pour les recherches médicales, hein. C'est embêtant, mais ça, on n'est pas, là où il y a des procédures violentes et douloureuses, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais ça oblige les chercheurs, ces procédures nouvelles où les animaux sont volontaires, décident ou non de participer, ça les oblige à avoir des recherches intéressantes, non seulement pour leur public, mais pour les animaux qui y participent, puisqu'ils doivent les intéresser. Je ne dis pas motiver, parce que ça, on savait très bien faire, il suffisait de les affamer, hein, ça qu'on appelle motiver un animal. Non, il faut les intéresser. Bref, dans ces recherches vraiment intéressantes, les perroquets parlent s'ils en ont envie. De toute façon, obliger un être à parler, ça c'est, à part la torture, je vois pas, avec les perroquets, ça ne marche pas. Les rats, c'est une très belle expérience, jouent à cache-cache avec les chercheurs, et la récompense, c'est un câlin, croyez-moi. Les chimpanzés décident ou non de jongler avec des chiffres sur des ordinateurs, et des chiens, ça c'est une très belle recherche de Gregory Berns, des chiens sont candidats à un diplôme qui certifie qu'ils sont capables et d'accord de passer des tests dans un PET scan, non bien trouvé pour eux, pour permettre aux scientifiques de comprendre leur fonctionnement cérébral. Et donc il y a un chercheur qui forme des chiens en les dans le PET scan, mais le chien a tout à fait le droit, s'il n'a pas envie d'y aller, on ne peut pas l'y forcer, et les maîtres signent un formulaire de consentement informé. Bref. Alors, donc, ce qui veut dire que ce qui est valorisé, c'est l'intérêt de l'animal vis-à-vis de ce qu'on lui propose, et sa récalcitrance est pleinement prise en compte. Là où je voudrais vous mener, évidemment, avec mon fil, n'est pas loin. Je voudrais à présent évoquer donc, le fait que les pies soient reconnues comme récalcitrants n'ayant pas consenti. À mon avis, cette idée, même si elle est formulée sur le ton de l'humour, dit que les journalistes savent déjà qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Et je voudrais ici me dire, mais tiens, mais est-ce que ça permet d'entrer dans l'histoire? C'est l'idée d'un historien, un historien américain dont personne n'a entendu parler, à part quelques libérationnistes, quand il a sorti un livre qui s'appelait The Fear of Animal Planet. Il s'appelle Jason Irbal, c'est H-R-I-B-A-L. Je ne sais pas très bien comment on prononce, j'ai supposé que c'était Irbal. Et en fait, l'historien Jason Irbal décide lui aussi qu'il veut faire entrer les animaux dans l'histoire, qu'il va faire de l'histoire des animaux, mais en leur donnant un rôle pleinement actif. Et donc, dans son livre de 2010, Irbal, en fait, je n'avais pas compris que c'était un historien, parce que ce livre ne précisait pas vraiment ce qu'il faisait. Dans le livre de 2010, il s'est intéressé à ce qu'on appelle des accidents, ce qui reçoit la dénomination d'accidents dans les zoos, dans les cirques et dans d'autres endroits, où des animaux attaquent les gens, s'évadent, démolissent le matériel et des choses comme ça. Ce qui applique souvent d'ailleurs des éléphants, qui sont assez redoutables, comme on peut s'y attendre. Et ces accidents que Irbal met avec des guillemets, au cours desquels les animaux attaquent, blessent ou tuent des êtres humains, s'avéreraient de ce fait, d'après Irbal, des actes de révolte et plus particulièrement encore des actes de résistance face aux abus dont ces animaux sont victimes. Irbal va même plus loin. Ces actes traduiraient, derrière leur brutalité apparente, une conscience morale chez les animaux. C'est ce qu'occulte d'ailleurs le terme accident dans les situations de cirque ou de zoo. Alors, cette domination, évidemment, avait pour but de rassurer les gens sur le fait que ça n'arrive jamais, en principe, et que c'est rien qu'accidentel, donc c'est exceptionnel, mais il relève aussi de ce réflexe qu'on a de dénier toute forme d'intentionnalité aux animaux, puisque ces accidents, en fait, souvent disent « Ah, mais ça, c'est l'instinct qui parle, l'animal n'a pas du tout intentionnellement voulu blesser ou tuer des gens. » Bref. Or, je découvre, quand je commençais cette recherche sur l'histoire, j'avais lu Irbal en 2010 en pensant, tiens, un libérationniste, c'est pas inintéressant ce qu'il raconte, etc. Et je me dis, tiens, Irbal, je vais aller retrouver son bouquin, et je découvre en fait qu'Irbal est historien, qu'il avait écrit un article très, très intéressant en 2007 qui explique les enjeux du livre, que moi je pensais à tort être un simple livre de protestation contre les conditions de captivité animale. En fait, Irbal dit attacher son courant, sa pratique d'historien,
à ce qu'on appelle un courant de l'histoire qui est vraiment passionnant et qui est ce qu'on appelle en Angleterre, parce que c'est là que ça a surtout émergé, History from Below, c'est-à-dire l'histoire par en bas. Alors l'histoire par en bas est héritière de l'histoire sociale, c'est-à-dire s'occupe des conditions des oubliés de l'histoire, mais elle va tirer son originalité, cette histoire par en bas, de sa volonté de témoigner du point de vue de ceux qui, jusque-là, n'avaient pas d'histoire, pas de rôle réel dans l'histoire, et de prendre leur point de vue à eux, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, les opprimés, les classes laborieuses, les esclaves et ultérieurement les femmes. Et donc Irbal va reprendre ces méthodes de l'histoire, ces principes théoriques de l'histoire par en bas, c'est vraiment regarder par en bas. Cette histoire qui tente de rompre avec ce qu'un de ses pionniers, qui s'appelait Edward Thompson, appelle cette énorme condescendance de la postérité à l'égard de ses opprimés, de ses esclaves, etc. Et il va le faire à propos des animaux. Il va reprendre donc les mêmes principes théoriques, les mêmes méthodologies, et étudier, peut-on faire une histoire des animaux. Comment faire entendre la voix de ceux qui n'en ont pas et qui, encore plus problématiquement, n'écrivent pas? Comment retrouver la manière dont les animaux ont pu vivre l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour la changer, quels étaient les projets, quels étaient leurs projets et qu'est-ce qu'ils pouvaient désirer? Eh bien sûr, on va chercher des indices dans les écrits des humains, ça, il n'y a pas d'autre possibilité, mais il va chercher les indices, et là, je rejoins le fil que je tisse depuis tout à l'heure, là où les animaux expriment leur volonté, là où il est évident que les animaux expriment leur volonté. Or, ce sont les manifestations de la volonté des animaux les plus visibles, c'est justement dans les accidents, les révoltes, le refus de coopérer, les actes de résistance, qui vont constituer les meilleurs indices. Il faut donc pouvoir lire les documents à contre-courant, chercher quand les humains se plaignent de leurs animaux, quand les conflits éclatent, et se placer du côté de l'animal. Voilà un des exemples sur lesquels il va s'arrêter. Il s'agit d'un texte d'un voyageur du XVIIe, donc vraiment, les archives, il faut les chercher, c'est simplement les lire à contre-courant. Un voyageur du XVIIe siècle, Fynes Morrison, qui décrit les vaches irlandaises en ces termes. Voilà son texte. Elles sont si têtues que bien souvent elles ne veulent être traites que par une seule femme, quand, comment et par qui elles le souhaitent. Quand ces vaches refusent ainsi vigoureusement de donner leur lait, les femmes s'induisent leurs mains de bouse de vache, elles caressent doucement leurs flancs, elles mettent leurs mains dans la queue des vaches et soufflent avec leur bouche sur cette queue, afin qu'avec cette manière, pour ainsi dire, d'enchanter, elles puissent en tirer le lait. Oui, ces vaches semblent aussi rebelles à leurs propriétaires, c'est toujours Fynes Morrison qui parle, que le peuple l'est à ses rois. Autre exemple très bref, le poète anglais du XVIIIe, Henry Needler, quant à lui, racontait dans une lettre à un ami que le cheval qui labourait dans le jardin s'arrêtait au coup de la cloche de midi et refusait obstinément de faire encore le moindre mouvement. Et je pourrais vous en raconter d'autres, mais on va un peu continuer. Irbal commente « Les vaches, Morrison a bien fini par le reconnaître, avaient de la gentilité, donc avec puissance d'agir. Elles étaient actrices, si vous voulez, elles agissaient. Et elles avaient de l'action et des intentions. Elles travaillaient et produisaient, elles ont résisté et se sont battues. Elles négociaient avec les humains les réalités et les limites de leur propre exploitation. Les animaux eux-mêmes étaient une force de changement social. » La résistance des animaux est donc un enjeu crucial, selon Irbal, en sachant que cette résistance, à de très rares exceptions près, ne prend pas la forme de révolte ou de révolution qui sont tellement évidentes et immanquables chez les humains. Mais Irbal rappelle quelque chose de très joli. Voilà sa citation. « Feindre l'ignorance, rejeter les ordres, ralentir, traîner les pieds, ne pas travailler sans nourriture adéquate, refuser de travailler dans la chaleur de la journée, prendre des pauses sans autorisation, refuser de faire des heures supplémentaires, se plaindre, chaparder ouvertement, chaparder secrètement, refuser de nouvelles tâches, se conformer faussement, briser l'équipement, s'échapper, s'affronter directement, sont toutes les actions de ce que l'anthropologue James C. Scott a appelé les armes des faibles. C'est ce que James C. Scott aussi appelait l'infrapolitique. Bref. Aussi bien que rarement organisées dans leur conception ou leur exécution, ces actions étaient néanmoins très actives dans leur confrontation et réussissaient parfois à produire les effets désirés. Ces formes quotidiennes de résistance ne sont donc pas limitées historiquement à l'espèce humaine, selon Irbal, puisque chacune des méthodes énumérées ci-dessus a été utilisée par d'autres animaux autres que les humains. Irbal en donne des exemples.
reprend exactement tout ce que James C. Scott avait dit. Les ânes ont ignoré les ordres, les mules ont traîné les sabots, des bœufs ont refusé de travailler, des chevaux ont cassé leurs équipements, des poulets ont picoré les mains des gens, des vaches ont cassé les dents des agriculteurs, des cochons se sont échappés de leur enclos, des chiens ont chapardé de la nourriture supplémentaire, des moutons ont sauté par-dessus les clôtures. De plus, chacun de ces actes de résistance a été pleinement reconnu par l'agriculteur, le propriétaire, le conducteur, le superviseur ou l'exploitant comme n'étant que cela, des actes de résistance. Alors, je pourrais prolonger ce fil et évoquer des travaux assez étonnants, pour ne pas dire très déroutants, d'un chercheur qui s'appelle Alain Sennepin, dans son livre sur les cachalots. Je dirais juste en 2 mots, Sennepin a analysé tous les événements assez dramatiques qui impliquaient des cachalots dans leur conflit avec les baleiniers 18e, 19e siècle. Et il arrive à ce constat: les cachalots ont à un moment donné mené une guerre organisée, et il dit bien organisée, une guerre collective avec des méthodes d'une complexité inouïe, imperceptible en tant que telle, mais qui a entraîné au XIXe la chute de l'entreprise cachalotière. Il montre comment les cachalots se sont associés, comment ils ont fomenté des attaques et comment, suite à quantité de destruction, les entreprises de chasse aux cachalots se sont trouvées avec des primes d'assurance exorbitantes et des dégâts massifs conduits à la faillite. Moby Dick n'est donc qu'une toute petite partie de l'histoire. Je regarde l'heure. Bon, on est presque au bout. Ça ira? Ok, vous êtes sûr, hein? Vous l'aurez voulu. Il y a quand même une difficulté. Et la difficulté, c'est une difficulté qu'un philosophe ne peut pas manquer. C'est que cette entreprise d'historicisation, ce sont des cas précieux, exemplaires, dans la mesure où ils rendent l'historicité particulièrement visible pour nous. Ils sont exemplaires parce qu'on y voit des animaux intentionnellement faire des choses. Ça veut dire que, et alors ça c'est un problème qui a été finement soulevé par une autre historienne qui est anglaise, qui est Erika Fuchs. Dans un article de 2022, elle remarque que pour faire entrer les animaux dans l'histoire, il faut leur reconnaître une part d'activité, ce qu'on appelle l'agency en anglais, qu'on traduit par agence, par agentivité. Moi, je préfère traduire par puissance d'agir, donc le fait de faire des actes qui comptent. Bref. Mais trop souvent, nos biais culturels et cognitifs nous mènent à confondre le fait d'être un actant et le fait d'être un acteur. Un actant, c'est quelqu'un qui a la puissance d'agir, mais qui n'agit pas nécessairement intentionnellement en vue du but que nous, on peut voir. Un acteur, c'est plutôt comme nous les humains, on a des intentions, enfin on croit qu'on a des intentions et puis on fait les actions. Parfois, les intentions sont souvent rétroactivement mises, mais on ne va pas complexifier les choses, autrement on n'en sortira pas. Bon, alors, le problème, c'est que l'agency, la puissance d'agir chez les êtres vivants, humains et non humains, peut être non intentionnelle. Elle peut, par exemple, alors, une belle agency non intentionnelle, c'est être un effet de réseau ou de groupe. Par exemple, Fuchs prend un exemple très joli, très similaire à celui qu'Anna Tsing avait utilisé. En fait, au XIXe siècle, les fourmis blanches, en mangeant le bois et le papier en Inde, et particulièrement dans les bureaux de l'administration impériale coloniale anglaise, ont considérablement aggravé le chaos du fait que le bois et le papier constituaient des matériaux cruciaux de l'État colonial à cette époque. Les fourmis n'avaient pas du tout l'intention de lutter contre l'impérialisme anglais. C'est une agency collective qui a modifié le cours des choses. Les fourmis blanches ne sont donc pas des héroïnes, même si leurs actions se sont avérées utiles dans la lutte contre la colonisation. Il ne s'agit donc pas de dénier le fait que les animaux résistants manifestent clairement des traits nous conviant de manière particulièrement visible à les inscrire comme acteurs historiques. C'est un choix pragmatique. Moi, je le prends Hirbal comme un choix pragmatique. Je prends Anna Tsing. Alors, Anna Tsing, justement, il n'y a pas tellement d'intentionnalité. Il y a des intentionnalités par rapport à un propre trajet. Mais le but de la renouée du Japon ou de la Jacinto n'est pas de détruire le capitalisme ou d'empêcher les gens de vivre, etc. Elle vit son propre projet de Jacinto avec un opportunisme absolument désastreusement remarquable. Donc on peut pragmatiquement se dire on va commencer par les cas les plus convaincants.
On commence par les cas où la résistance a l'air d'être intentionnellement menée, mais on ne peut pas oublier que la dimension de l'intentionnalité n'est qu'une des dimensions des puissances d'agir, et que si on ne s'en tient qu'à elle, on finira par faire une histoire des autres qu'humains qui nous ressemblent, qui sont parfaitement identiques à nous. Bref, une histoire très sérieusement, non pas seulement anthropocentrée, mais très ethnocentrée. Alors, je voudrais, sur le temps qui me reste, revenir à mes pies quand même, mes cassicans-siffleurs. Ça fait postillonner, ce mot-là, vous ferez un essai, vous verrez. Vous devriez avoir tout le monde en période de grippe, c'est quand même pas mal. Hein, vous avez de la chance d'être loin. Bon, les cassicans-siffleurs, qui ce jour-là ont pris les chercheurs par surprise. Je vais dérouler un tout autre fil, donc vous oubliez tout ce que je viens de vous raconter, vous n'en avez plus besoin. Je voulais simplement partir maintenant pour vous montrer que les frontières disciplinaires entre sciences sociales et sciences dites naturelles pourraient bien, toujours avec ces animaux rebelles, ces animaux récalcitrants, ces animaux féralisés, etc., pourraient bien, ces frontières entre sciences naturelles et sciences sociales pourraient bien être en train de sérieusement être brouillées, et plus particulièrement dans le domaine de l'éthologie. Alors, au cours de mon enquête, il m'arrive, quand je rencontre des biologistes, de leur demander, de leur parler de mon projet, et de leur dire, à votre avis, comment est-ce qu'on fait entrer les animaux dans l'histoire? C'est aussi simple que ça. Et j'ai une éthologue bioacousticienne espagnole rencontrée par hasard dans un séminaire à Madrid, Ana Omedes, qui m'a donné une des réponses les plus intéressantes que j'ai eues et qui d'ailleurs m'a obligée d'aller relire un article que j'avais lu il y a des années d'ici et auquel je ne pensais pas du tout. La réponse passionnante qu'elle me dit, elle a dit « Les animaux ont pu plus facilement entrer en histoire quand les scientifiques ont accepté de modifier le statut de ce qu'on appelle les anecdotes. » Qu'est-ce que c'est qu'une anecdote? Bon, bien que vous n'êtes pas des enfants d'école primaire. Vous savez, quand je fais des conférences pour les enfants, moi, parfois, vous avez des questions rhétoriques quand vous essayez d'expliquer un truc, là. Par exemple, on pourrait se demander ça, et puis, 100 doigts devant vous. Alors, vous essayez d'expliquer ce que c'est qu'une question rhétorique. Alors, vous leur dites, vous avez déjà entendu parler d'une question rhétorique? Je reviens à ma conférence. Qu'est-ce qu'une anecdote? Eh bien, c'est, dit Ana Omedes, un événement qu'on ne voit qu'une fois, et qu'on ne peut pas attribuer à toute l'espèce. Tout ce qu'on peut dire, c'est il est arrivé une fois qu'on voit un chimpanzé ou un oiseau faire cela. Il est arrivé une fois, d'une part, échappe de ce fait à ce qu'on appelle les invariants spécifiques, le programme, tout ce que les animaux sont obligés de faire par leurs instincts, etc. Chaque animal qui suit le programme de son espèce, une fois qu'il y a une anecdote, ça veut dire qu'il ne suit plus le programme. Je ne crois pas trop à ce programme-là. Enfin, il y a une petite partie du programme, mais je pense qu'il est beaucoup plus souple et malléable que ce qu'on veut bien dire. Donc, ça veut dire quoi? Avec l'anecdote, vous ne pouvez pas généraliser ce à quoi vous avez assisté. Vous ne pouvez pas dire les chimpanzés sont capables de... Vous pouvez dire il y a un chimpanzé qui un jour fait quelque chose. Et peut-être qu'il y aura des suites à ça. C'est un événement. Mais il permet également de penser les changements comme des événements historiquement situés. C'est ce jour-là que j'ai vu tel chimpanzé mentir. C'est ce jour-là que j'ai vu tel papa Ouistiti jouer un pacte de double ignorance avec son petit. Alors c'est Ana Omedes qui me le raconte, parce qu'elle a dû elle-même participer à la collecte des anecdotes. Elle raconte les Ouistiti, c'est les papas. Écoutez, mesdames, ce sont les papas qui s'occupent des enfants, tout le temps. Et quand il faut les nourrir, il fait simplement ça et puis il les reprend. Et il a souvent plusieurs générations d'enfants dont il doit s'occuper, et les Ouistiti ont quasi systématiquement des jumeaux. Donc, il y a du travail, quoi. Et donc, il a les deux petits, et puis il a ces petits ados qui traînent autour de lui. Il est dans un arbre avec ses deux petits, le Ouistiti qu'elle est en train d'observer. Et à un moment donné, il y a un ado qui veut venir tripoter un peu le bébé. Et les papas, ils ne sont pas très, très d'accord avec ça, parce qu'ils se méfient quand même un peu. C'est son propre ado. Mais oh, l'ado, il a envie de toucher les bébés, c'est si joli, les bébés, etc. Et à un moment donné, l'ado essaye 2-3 fois, et puis à un moment donné, il s'amène près de son père, et il se met à lui faire un épouillage, mais gentil sur le bras. Mais gentil. Alors le papa se laisse faire, c'est comme ça, il ferme à moitié les yeux. Et l'ado, la petite bête qui monte. Et puis au moment où l'ado s'apprête à toucher le bébé Ouistiti, hop, le père se réveille et lui reprend sa main comme ça. Eh bien, dit Ana Omedes, on a assisté à 2 mensonges. Le petit mentait à son père, en faisant croire qu'il voulait l'épouiller, et le père mentait à son petit parce qu'il a bien profité du moment, il savait très bien de quoi il relevait. Donc on a un pacte de double ignorance. Ce jour-là, un bébé Ouistiti a inventé une forme de mensonge et le père a inventé une autre forme de mensonge. Prétendre ignorer ce que l'autre est en train de faire, c'est quand même un super beau mensonge. Alors, donc c'est un événement et ça permet de repenser aussi les événements
historiquement situés, les changements qui sont comme des événements historiquement situés, puisque dans la mesure où l'animal qui, ce jour-là, fait quelque chose, pourra être suivi par d'autres. C'est ce qu'on appelle une invention culturelle, qui pourra s'installer. Et donc là, il y a vraiment l'histoire qui entre en scène. Je veux dire, cette troupe a commencé à faire ça à partir de ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a non seulement un acteur historique, mais qu'il va influer sur le destin de ce qui va se passer dans la troupe après. Ça a été le cas du célébrissime macaque japonais, que la petite femelle Imo, qui un jour, alors que les chercheurs leur distribuaient sur une plage du Nil au Japon, leur distribuaient des patates douces, et puis cette petite femelle en a eu marre de bouffer du sable avec ses patates, il est allé laver les patates dans la mer. Et 2 ans après, tout le collectif lavait les patates dans la mer, et on a pu voir qui apprenait quoi à qui. Ça commençait par les enfants, puis ça passait par les femelles, et c'est les mâles qui apprenaient les derniers. Je vous jure que c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus bêtes ou quoi que ce soit, c'est parce que les mâles sont garants de la stabilité et donc sont un peu plus récalcitrants au changement. Et que les femelles sont plus influencées par leurs enfants que ne le sont les mâles. Voilà, ça va, je n'ai pas été trop féministe, ça va, c'est bon? Mon Dieu, je sors du bois un peu vite, hein, là. Bref. Alors, et puis on parlera d'invention comme un nouveau rituel de la pluie chez les chimpanzés, un nouveau chant chez les baleines, une nouvelle manière de saluer chez tel babouin. La pratique, il y a 4 troupes de chimpanzés maintenant dont on a découvert en Afrique qu'elles ont des pratiques qui ressemblent à des pratiques religieuses. Ils font des rituels devant des cairns, ils accumulent des pierres devant un arbre, ils les lancent et puis ils se mettent à faire des choses que nous ne comprenons pas très très bien. Bref, une nouvelle pratique que tout le monde finit par adopter, comme on a pu le voir dans ces exemples qui sont maintenant assez connus. En 2007, il y a 2 chercheurs, Lucy Bates et Richard Barnes, qui vont publier un article qui aura un retentissement énorme chez les scientifiques et qui s'appelle « Creative or Created Using Anecdotes to Investigate Animal Cognition ». Et le titre donc dit « Créatif ou créé » dit vraiment bien la bonne nouvelle qu'ils sont en train de donner aux autres chercheurs, puisqu'ils disent « À partir de maintenant, quand vous observez une anecdote, vous devez la décrire dans vos articles scientifiques, vous ne devez plus la garder dans vos brouillons. » Jusqu'à présent, chaque fois qu'il y avait une anecdote, on les supprimait des articles scientifiques et les revues ne les acceptaient pas. Dorénavant, vous avez une anecdote, vous l'écrivez parce que ce sera très utile, ne fût-ce que parce que comme ça est très rare comme comportement, donc très rarement observé, on perd plein de données du fait qu'on ne les annote pas, que vous les gardez dans vos carnets de recherche. Et en plus, si tout le monde commence à parler de ces anecdotes, on verra qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pensait. Et on pourra les comparer, et comparer les circonstances, et ça permettra de les interpréter plus correctement. Par exemple, est-ce que c'est du mensonge, l'histoire du Ouistiti? Ben, avec d'autres chercheurs, vous pouvez commencer à comparer d'autres situations. Est-ce que c'est vraiment du mensonge, ou est-ce que peut-être que le chercheur a interprété, etc. Donc, plus on aura d'anecdotes, plus on interprétera correctement, parce que mieux on les connaîtra. Bref. Alors, ce qui m'intéresse dans cet article de Lucy Bates et Richard Barnes, c'est que dans leur ligne de conclusion, les auteurs insistent sur le fait que ces comportements ne peuvent en aucun cas, et c'est ce que Anna Omedes me disait aussi, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de généralisation. Ce sont des événements qui sont situés dans le temps et qui concernent à chaque fois, au départ en tout cas, un individu ou un groupe d'individus, et non l'espèce, donc sous le signe de l'invention et donc du changement. Et c'est bien ce qu'ont fait mes filles, auxquelles je retourne à présent. Elles ont inventé, elles ont changé, elles l'ont fait sur un temps très court et en quelques heures. Elles ont, pour ainsi dire, si on peut le dire encore autrement, saisi une opportunité qui leur était offerte pour explorer d'autres manières de se comporter. Alors c'est pourquoi j'insisterai particulièrement sur le fait que les chercheurs ont pris au sérieux le fait que les pies soient devenues altruistes avec les balises. Peut-être qu'elles n'étaient pas avant, c'est peut-être les balises qui ont permis aux pies de devenir altruistes. Elles ont répondu sur un mode improvisé, surprenant, à une proposition qui leur était faite. Je préciserai que la question est urgente. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais les cassicans siffleurs ont beau être des oiseaux opportunistes, comme le sont les pies chez nous, comme le sont les corvidés, etc. Et en général, ce sont souvent de bons pronostics quand on a des animaux opportunistes, mais en fait, ils sont en danger, et on le voit. Les pies australiennes, les températures très élevées de ces dernières années ont entraîné une surmortalité chez les petits, dont seulement 10% ont survécu
aux vagues de chaleur des 2 années précédentes 2022. En outre, les oisillons mal nourris du fait de tout ça, dans ces conditions, manifestent une dégradation des performances cognitives pour des tâches telles que la recherche de nourriture. Cela pourrait, conclut donc Dominique Potvin, toujours cette chercheuse, signifier que les comportements coopératifs deviennent encore plus importants dans un climat de réchauffement constant. Voilà donc comment Potvin, et je trouve que le tour est joli, peut considérer qu'en refusant de répondre à la question, les PI y ont répondu de manière magistrale. Et puisqu'il est question de chercheurs, je déroulerai un tout dernier film, et je vais le faire assez rapidement. C'est un film qui m'est proposé par Étienne Benson. Alors, Benson a écrit un très bel article en 2011. C'est un historien des sciences sur le fait que les animaux écrivent. Et donc, il dit les traces animales, le fait que les animaux laissent des traces, ce sont des formes d'écriture. Mais ce n'est pas là où ça m'intéresse, bien que ce soit aussi des marqueurs d'historicité. Le fait que, voilà, il existe aujourd'hui d'ailleurs, mais je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui. Ça, fait partie de la version 3 heures de la conférence, mais je n'ai pas réussi à infliger ça à qui que ce soit jusqu'à présent. C'est le fait qu'il y a toute une archéologie qui s'est créée maintenant. Depuis une vingtaine d'années, il y a une archéologie des chimpanzés, mais de plus en plus d'archéologie à propos de quantité d'animaux, où on voit les traces qu'ils ont laissées, et c'est tout à fait passionnant. Des traces de dinosaures, par exemple, qui montrent que... Ça, c'était un paléontologue qui disait qu'on a retrouvé des traces d'un dinosaure qui boitait, et qui a vécu très vieux, enfin vieux pour eux. Voilà. Et il dit, si ce dinosaure qui boitait a vécu vieux, ça veut dire qu'il y avait de l'entraide chez les dinosaures, il n'aurait jamais dû survivre s'il était seul. Donc vous voyez, ça c'est des formes d'historicité aussi. C'est une forme d'archéologie, au départ des fossiles, mais aussi des archéologies des outils chez les chimpanzés, chez d'autres serges du Nouveau Monde aussi. Bref. Mais ce qui m'intéresse chez Benson aussi, c'est évidemment toute cette dimension-là, mais ce que je voudrais aussi, c'est, pour revenir à mes pieds, rester bien avec mes pieds, ce sont les balises. Et en fait, on dit que les animaux ne laissent pas d'archives, à part les traces, mais c'est des archives, évidemment. Mais les balises, dit Benson, ce sont des archives. Pourquoi ? Parce que ce sont des traces écrites de vie que nous écrivons nous-mêmes grâce à de nouvelles technologies. Alors, il dit, je sais bien que ces nouvelles technologies sont extrêmement problématiques, que ce sont des dispositifs de surveillance, qu'il ne faut pas du tout considérer qu'elles sont innocentes, mais ce sont des dispositifs qui aident à faire entrer les animaux dans l'histoire et qui sont, dit-il, d'autant plus intéressantes qu'elles vont fonder une histoire plus riche, puisqu'on va faire entrer d'autres que les humains dans une histoire qui se fait en temps réel, une histoire contemporaine, mais aussi parce que certaines de ces balises vont enregistrer des choses que des animaux, à propos d'animaux qui ne seront plus. Et donc, c'est aussi, d'une certaine manière, enregistrer des traces de vie, enregistrer des traces de trajet, enregistrer des façons aussi, des traces de paysages, des traces de parcours, etc. Et ces archives, en fait, elles ne sont écrites ni par les animaux ni par les humains. Ce serait peut-être un début de co-autorat multispécifique. Bref, une histoire écrite de manière vraiment plurispécifique. Alors, je voudrais, juste pour conclure, en revenir à la manière dont j'ai parlé d'histoire chaude et d'histoire froide, pour ne pas laisser ce dernier point en suspens. Je vous avais dit que voilà, Lévi-Strauss avait proposé de faire une distinction entre l'histoire, les sociétés froides et les sociétés chaudes. Et en fait, c'était très contesté comme opposition, en disant, mais enfin, vous reparlez de nouveau, vous remettez les primitifs dans le sans-histoire et les nations civilisées dans ceux d'histoire. Et donc ce que Lévi-Strauss a rectifié en disant, mais non, vous n'avez pas compris. Il a réécrit un article dans début des années 90, en disant finalement, d'une certaine manière, que sa distinction ne revient pas du tout à la façon dont les peuples sont ou font l'histoire, mais renvoie aux manières subjectives dont les peuples se conçoivent dans leur rapport à l'histoire. Alors, pour être plus clair, il y a des peuples qui s'inclinent devant l'histoire et peuvent adhérer à l'histoire, se considèrent comme pris dans l'histoire et fabricants de l'histoire, et d'autres peuples qui préfèrent ignorer l'histoire et considérer qu'elle n'existe pas, et considérer qu'ils ne sont pas sous le régime d'histoire. Par exemple, de préférer le temps du mythe ou l'histoire par le mythe, plutôt que l'histoire réelle. Donc, comme si, ce sont des peuples qui vont plutôt insister sur le fait que pas grand-chose n'a changé depuis le temps du mythe. Vous voyez, c'est le mythe qui a fabriqué l'histoire, et le reste, c'est une continuation du mythe en quelque sorte. Mais il dit, on voit pourtant que ce n'est pas du tout quelque chose qui est attaché, c'est la façon dont les peuples collectifs choisissent
de se situer dans l'histoire. Et il y va, par exemple, on voit très bien que des sociétés qu'on dirait froides, dans l'histoire froide, se réchauffent très fortement quand, par exemple, des collectifs amérindiens se rebellent contre le destin imposé par les colonisateurs, prennent conscience de leurs intérêts et se regroupent pour les défendre, en revendiquant, par exemple, les terres et les libertés perdues. D'un seul coup, ils rentrent dans l'histoire, ils commencent à prendre en compte l'histoire de la colonisation, à la dater, à dire qu'elle va être bientôt finie, et des choses comme ça. Et nos sociétés, et il dit ça dans les... Je me souviens bien, c'est dans les années 90, là, j'aurais dû retenir, je ne vais pas retenir cette date-là. Et nos sociétés, dit encore Lévi-Strauss, deviennent, pour certaines d'entre elles, et vous allez voir de quoi je parle, deviennent de plus en plus froides, c'est-à-dire ont tendance aujourd'hui, et il parle déjà des années 90, ça a commencé, mais ça devient gravissime aujourd'hui, tendent à se refroidir lorsqu'elles se mettent à geler un avenir qui ne présage rien de bon sous la forme d'un attachement au patrimoine avec cette vieille idée de renouer au terroir, aux racines, etc., etc., etc. C'était mieux avant. Dire que l'histoire se réchauffe pour les animaux autres qu'humains, est-ce que ça tient la route ? Est-ce que dire que le réchauffement climatique, et c'est ça évidemment que je suis en train de mêler avec mes PI, c'est que je dis, tiens, on étudie les PI, l'effet du réchauffement climatique sur les PI, est-ce que c'est ça qui m'autorise à les faire entrer dans l'histoire, dans une histoire, et à réchauffer leur histoire? Je ne suis pas sûre que ça se tient si bien à la route que ça, et c'est peut-être pas si important. Ça avait été mon point, en fait, c'était le point de départ de mon enquête. Quand j'ai lu ces PI, et la manière dont on les a interrogés au propos du réchauffement climatique, je me suis dit, tiens, c'est vraiment un beau cas d'historicité, parce que plein de conditions me semblaient s'y mêler, les balises, la temporalité, la récalcitrance, bref, la féralité, bref, ce cas me semblait vraiment faire converger plein de dimensions historiques. Et je me suis dit, tiens, mais le réchauffement climatique, est-ce que je pourrais comparer ça? Au début, je le pensais, maintenant, je ne suis plus tout à fait sûre, et je ne suis pas sûre que c'est une idée que je vais encore tenir, peut-être la tenir de manière métaphorique, à la rigueur, voilà, parce que ça ne va pas nous permettre ni de comprendre, ni d'expliquer quoi que ce soit. Dire que l'histoire se réchauffe, en fait, c'est simplement dire que l'histoire, aujourd'hui, notre histoire prend en compte quantité d'êtres qui font histoire avec nous, des êtres qui agitent sérieusement cette histoire, avec leur manière d'interférer, d'expérimenter, de nous mettre des sérieux bâtons dans les roues et d'aller parfois plus vite que nous. Mais dire que notre histoire se réchauffe, c'est dire également, ou plutôt c'est faire sentir, et c'est peut-être là où ça m'intéresse, avec ces récits d'une histoire qui sera bien sûr plus épaisse et beaucoup mieux peuplée, l'importance de ceux qui en ont été longtemps exclus et dont l'existence pour certains est devenue tellement précaire et tellement fragile qu'elle nous remet en mémoire des relations riches et compliquées d'interdépendance qu'ils ont tissées avec nous. Et donc, ce sera mes derniers mots. Parler de réchauffer l'histoire, alors n'est qu'une autre manière de parler de soucis et de responsabilité. Merci pour votre patience. Merci. Merci beaucoup Vinciane Després pour cette conférence passionnante et cette histoire des animaux qui nous ouvre quand même, qui ouvre notre horizon et notre regard sur le monde du vivant. Alors, je vais vous poser moi une question et puis après on aura l'occasion de discuter avec la salle pendant une demi-heure, plus ou moins. Et moi, ma question, c'est... je vous le disais au départ, le Centre d'action laïque a lancé une campagne d'éducation permanente qui s'appelle « La planète brûle, nos droits aussi », qui comprend plusieurs volets. Et un des volets, c'est de rappeler l'importance du discours scientifique. Face aujourd'hui aux fake news, face au relativisme qui devient presque une posture intellectuelle. Mais le discours scientifique, quand on parle du réchauffement, des conséquences du réchauffement climatique, aujourd'hui, le discours scientifique est quand même fortement valorisé. Ce sont des recherches quantitatives, des chiffres d'extinction, le réchauffement climatique en chiffres. Et du coup, je me demandais quelle est la place pour des recherches plus qualitatives, plus transgressives, un peu comme celle que vous nous avez proposée aujourd'hui, cette histoire des animaux qui est plus...
transgressif, je pense, ou plus original, plus un autre regard. Quelle est encore la place pour ce type de recherche dans ce monde où voilà, on nous rappelle qu'il faut des chiffres et qu'il faut rappeler l'importance du discours scientifique? Alors, je ne vais jamais dire que enfin, et vous ne le dites pas non plus, hein, je pense que les chiffres sont cruciaux et quasiment inutiles. Alors, cruciaux parce qu'il faut vraiment qu'on sache où on en est, et cruciaux parce que les scientifiques, qui, d'une certaine manière, peuvent encore faire bouger des leviers d'action, ont besoin de ces chiffres, et pour convaincre pour les leviers d'action, et aussi pour savoir éventuellement me dire, et aussi pour enregistrer les victoires. Parce que si on vous dit que telle baleine, par exemple, qui avait presque disparu, maintenant il y a de nouveau X centaines d'individus, il faut absolument qu'on ait quelques petites victoires parce que autrement le désespoir va s'installer définitivement. Donc, allez, je veux dire, même des victoires aussi petites soient-elles, les chiffres nous les donneront. Et ce sont des chiffres qui nous les donneront. En revanche, la problématique, alors, je ne pense pas que ce que je fais est tellement transgressif, ou alors je ne me rends pas compte, c'est plutôt transversal. Ouais. Voilà, c'est transversal. Et ça, ce sont les lectures transversales. Et il y a pour le moment, alors c'est extrêmement important. Deuxièmement, les chiffres sont, il faut bien le dire aussi, témoignent d'autant plus de leur possible efficacité qu'ils sont considérés par les États autoritaires comme dangereux. Je ne sais pas si vous avez pu lire, mais je l'ai lu je l'ai vu dans une chronique dans la Terre au carré ou sur la France Inter. Trump a fait fermer le service d'océanographie, si mes souvenirs sont bons. C'était une chercheuse du CNRS qui venait en parler, et d'observation du climat. Ces gens travaillent avec des chiffres. Je pense que si on ferme leur institut, c'est vraiment signe qu'il a une utilité. On ne va pas fermer un institut qui est inutile. Même si Elon Musk prétend que c'est ça qu'il est en train de faire, mais bon, c'est comme par hasard, on commence par le climat, on commence évidemment par les endroits où ça fait mal. Donc moi je continue à avoir absolument besoin des scientifiques et besoin des chiffres. Là où en revanche, où il y a une limite, et ils le savent eux-mêmes, c'est que les chiffres, ça n'émeut plus personne. Je vais dire, si on vous dit qu'il y a 70% de la biodiversité ou 60%, ça veut dire quoi? C'est tellement abstrait. Et donc, ce que l'on doit faire, et c'est là où la transversalité, et là où j'essaie de participer, où les humanités environnementales, qui ont des gens formidables, le font merveilleusement bien, ou des activistes le font merveilleusement bien, ou par exemple des gens comme Extinction Rébellion qui tenaient des discours très, très, très abstraits, très, très, etc. Jusqu'à présent, maintenant, ont compris qu'ils devaient raconter des récits, qu'ils doivent raconter des histoires, etc. Pourquoi? Parce que si les chiffres ne peuvent pas toucher les gens, et je le comprends tellement bien, moi-même, ça ne me touche pas beaucoup, par contre, des récits, des narrations qui éveillent, et qui n'éveillent pas seulement au désespoir, mais qui éveillent aussi à des sentiments de proximité, à des sentiments de familiarité avec les animaux, à des sentiments de soucis, de soins, etc. Il y avait moi, j'ai commencé ma thèse quand j'ai fait une partie de ma thèse sur les animaux. Il y a des auteurs que j'ai le plus étudié. C'est un créationniste du 19e siècle qui a écrit juste avant Darwin, qui s'appelle encore un Edward Thompson, mais lui, c'est Edward Pett Thompson, et ce n'est pas le même que l'historien, forcément, puisqu'il aurait vécu 250 ans, c'est quand même beaucoup. Même pour un créationniste. Plein de foi, avec l'aide de Dieu. C'est le fait, par exemple, ce créationniste écrit un livre qui s'appelle Patience of Animals, qui est absolument merveilleux, que vous trouverez en ligne d'ailleurs. À l'époque, moi, j'avais été le chercher dans une librairie à Gand, d'une bibliothèque à Gand, mais maintenant, j'ai vu qu'il avait été scanné, mis en ligne, malheureusement en anglais. Et ce livre, en fait, il dit simplement une chose. En 1850, il dit « Les animaux sont tellement maltraités, c'est tellement atroce ce qu'on leur fait. Et si on peut le faire, c'est parce qu'on ignore tout d'eux. Si on savait qui ils sont, on n'oserait plus faire tout ça. » Et le mec se met sur 400 pages de Patience of Animals à vous raconter le chagrin de la maman-baleine qui perd son petit. C'est des observations qui lui sont rapportées par des explorateurs. Bon, c'est plein d'anthropomorphisme, c'est le 19e siècle anglais, mais il y a des tas de choses en plus qui sont absolument passionnantes dans la mesure où c'est des observations que je vais retrouver chez les primatologues et les éthologues de la fin du XXe siècle. Parce qu'à ce moment-là, ils ont un peu moins peur de l'anthropomorphisme, mais ils se mettent à en parler. Et donc, je pense que ce que ce créationniste faisait, il avait compris qu'un des leviers pour donner du courage aux gens de ne pas considérer que la situation, parce que c'est ça, c'est un premier levier pour ne pas considérer que notre situation est normale, simplement. Il n'est pas normal. On commence déjà par ça. Il n'est pas normal
qu'il y ait autant d'espèces qui meurent. Il n'est pas normal que les abeilles disparaissent. Il n'est pas... Déjà, rien que dire ça, on a déjà fait un bon pas. Parce que je ne dis pas qu'à ce moment-là, ça encourage de l'activisme, mais au moins, on considère que ce n'est pas normal et on considère qu'il y a autre chose qui pourrait exister. Et la moindre chance que autre chose puisse être favorisée, ça bougera. Donc voilà, les chiffres, super utiles, d'autant plus qu'ils apparaissent comme dangereux. Donc visiblement, il faut leur faire confiance. Et en même temps, ça ne suffit pas. Il faut énormément de transversalité, des récits, de la musique. J'ai participé à des drôles de trucs quand même. Il y a 2 ans d'ici, j'étais invitée à Beaubourg et j'ai invité un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Robin Meyer parce qu'il fait chanter des moustiques sur scène. Donc les moustiques, on met une petite caméra dans le petit flacon où est le moustique et alors on l'incite, le moustique mâle, à bouger, à bourdonner avec ses ailes comme si une femelle était là. On lui fait donc croire qu'une femelle est là avec un chanteur du nord de l'Inde, Drupa, qui chante en bourdonnant, en quelque sorte. Et il y a 5 moustiques comme ça qui se mettent à faire de la musique. C'est un moment merveilleux. Et puis, évidemment, après, il y a des gens qui me demandent « Mais dites donc, les moustiques, vous êtes sûr qu'ils ne les blessent pas, Robin Meyer ?» On est sur la scène, on fait un bord de scène après le truc. « Vous êtes sûr qu'ils ne blessent pas les moustiques ?» Robin Meyer d'ici, parfois, on doit les coller pour qui. Il y a parfois une aile qui se détache. « Oh, les gens !» Alors, je dis, c'est quand même intéressant, notre époque, hein, parce que vous seriez dans votre chambre, dans le sud de la France, ou même dans le nord, puisque maintenant, hein, ils sont partout. Vous avez une pantoufle à portée de main, vous faites quoi? Et je dis, et là, vous allez dire, et je dis, et c'est pas mal, ça veut dire que nous sommes capables de changer, ça veut dire que ces contradictions, elles indiquent quoi? C'est pas du tout quelque chose où les gens sont ridicules, c'est quelque chose où les gens sont géniaux. Ça veut dire simplement que quand on change les gens de situation, ils changent de perspective et qu'ils en sont très conscients. Et c'est bien parce que ça veut dire que même un moustique est capable d'attirer du souci et de l'attention. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne dis pas qu'il faut plus tuer les moustiques. Je dis peut-être qu'une guerre civilisée, ça leur revient parce que ce seront d'excellents pollinisateurs en même temps. Donc les éradiquer à coup de DTT, c'est peut-être pas vraiment la meilleure idée qu'on a eue jusqu'à présent. Les conséquences, à mon avis, seront cher payées. Enfin, voilà. Mais du coup, cette histoire des animaux, cette historisation des animaux nous permettrait du coup de sensibiliser. Ça peut être son rôle aussi de toucher, de mieux comprendre les animaux pour peut-être du coup mieux les respecter. Alors ça peut être ça et ça peut aussi simplement, comme je vous disais, d'arriver simplement à considérer c'est pas normal qu'ils ne soient pas acteurs historiques. Comme ce sont des féministes qui, à un moment donné, ont dit c'est pas normal que les femmes ne soient pas du tout des acteurs d'histoire, qu'on considère que elles ont participé à la reproduction des forces vives de la nation. C'est un peu limite, quoi. C'est pas normal que Marie Curie soit considérée comme l'assistante de Pierre Curie. C'est des trucs comme ça qui font changer les choses. C'est quand il y a des gens qui disent c'est pas normal. Et du coup, je pose encore une sous-question, mais c'est vrai que, de nouveau, en tant que laïque, en tant qu'humaniste, on a tendance à dire, mais voilà, l'humain, on doit mettre l'humain au premier plan, l'humain, c'est la chose qui est la primordiale. Et du coup, ce que vous nous dites, c'est aussi qu'il faut un peu bouger le curseur. Et du coup, où placer ce curseur en se disant, il y a d'autres choses que l'humain, il faut sortir de l'exceptionnalisme humain, je pense que c'est ça que vous dites. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas humaniste. Je ne peux pas être humaniste à cause de ça. Je veux dire, le jour où l'humanisme sera un multispécisme ou quelque chose comme ça, je serai possiblement tout à fait d'accord de défendre les valeurs de l'humanisme, mais pas l'humanisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, parce qu'il est encore entaché de cet exceptionnalisme humain, même si on aime bien les animaux, etc. Et donc, c'est pas question de déplacer le curseur, je ne déplacerai pas le curseur, parce que ça ne se fait pas comme ça. On ne va pas le faire en général, on va le faire comme le droit le fait si bien, au cas par cas. En essayant d'ajuster. Et de toute façon, je suis plutôt du côté à ce moment-là de ce que Baptiste Morisot propose. Ce n'est pas ni les humains ni les animaux qui doivent passer. D'abord, les animaux, ça n'existe pas. Il y a des araignées, il y a des vaches, il y a des corbeaux, il y a des corneilles, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a le fait que c'est les interdépendances pour lesquelles qu'il faut privilégier maintenant. Je veux dire, quelle interdépendance doit être prise en considération? Voilà. Si, par exemple, la renouée du Japon arrive à tout détruire sur son passage, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre non pas d'un ennemi, mais les intérêts de la renouée du Japon sont vraiment trop en contradiction avec toutes les interdépendances qu'elle détruit, parce qu'elle ne veut compter sur personne, si ce n'est sur notre incapacité à faire face, ou la Jacinto, ou ceci ou cela. Mais pas dans les formes de guerre, simplement en disant, mais tiens, quelles sont les interdépendances qui sont menacées ? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Ah, on a monsieur ici devant. Oui, juste ici devant, si on peut donner un micro. Oui, pardon. On vous écoute, monsieur. Merci beaucoup pour ce très bel exposé que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et en l'écoutant, je me suis souvent posé la question, si Darwin avait pu écouter cette belle conférence, comment aurait-il réagi ? Alors ça, c'est la colle. Et tu me mets vraiment dans une impasse, parce que je ne peux quand même pas dire en toute modestie, et il aurait trouvé ça formidable. C'est difficile à dire, en fait. Non, tout à fait sérieusement. Maintenant, blague dans le coin. Voilà, blague à part. Je n'en sais rien. Parce que je viens aussi avec des choses que Darwin ne pouvait pas connaître, avec la synthèse post-darwinienne, avec laquelle je ne suis pas sûre qu'il aurait été d'accord, ce qu'on appelle la nouvelle synthèse. Peut-être qu'il n'aurait pas été d'accord, parce que Darwin... il y a quand même quelque chose avec lequel Darwin, je pense, aurait été d'accord avec moi, c'est ma focalisation sur les interdépendances. Parce que moi, je viens de relire pour Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi, j'ai dû relire La descendance de l'homme. Voilà, bon, je me suis dit, il faut que je le relise. Je l'avais lu il y a des années d'ici pour ma thèse. Je me suis dit, je vais quand même relire. Et je remarque que la plupart des chapitres, il commence par parler d'interdépendance. Il prend des exemples, le Guy, il prend des exemples de... Bref, il commence par ça. Et c'est extrêmement important pour lui. Donc, et donc, je me dis peut-être que là, il aurait, d'une certaine manière, accompagné le geste des interdépendances. Les anecdotes, je pense qu'il n'aurait pas du tout été problématique pour lui, parce que son texte est truffé d'anecdotes et de sages qui mentent, qui cachent des épluchures d'orange, etc. Enfin, on en a plein, c'est vraiment incroyable. Voilà. Mais je suis sûre qu'il y a certainement des gens qui connaissent bien Darwin ici, qui pourraient me dire, Madame Després, peut-être qu'il aurait contesté certaines choses, mais j'imagine. Je n'en sais rien. Darwin n'est pas dans la salle, visiblement, donc déjà, ou alors, on ne pourra pas répondre. Ou alors, encore un privilégié, là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Donc tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier pour cette conférence, c'était vraiment passionnant. Et moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre parcours, enfin, dans votre vie, mais aussi pour en arriver à cette conférence. Qu'est-ce qui vous a vraiment donné l'idée de cette conférence, même si vous en avez déjà parlé en partie à la fin, et quelles ont été vos recherches tout au long pour la créer, et quelle était votre réflexion derrière tout ça? Voilà. En fait, oui, je ne sais plus très bien comment ça a commencé, mais je remarque en tout cas des gens que j'aime bien, des historiens que j'aime bien, ont commencé à essayer de faire entrer les animaux dans l'histoire. Et j'ai remarqué que parfois, je parle par exemple d'Erika Fuchs, qui est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Je la connais depuis plus de 20 ans. Et j'étais un peu ennuyée qu'en tant qu'historienne, je lisais des articles d'elle et je trouvais qu'elle butait sur des difficultés qui, pour moi, ne méritaient pas d'être même imaginées. Du style, ben oui, mais c'est un peu difficile de faire l'histoire de tel animal parce qu'il est tellement emmêlé avec l'humain qu'on ne peut pas faire la part entre l'humain et l'animal. Et je me disais, merde, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que chacun, comme si nous avions nous-mêmes une histoire indépendante, qu'il fallait démêler, comme s'il fallait purifier? Pourquoi est-ce qu'on attend des animaux d'avoir une historicité qui serait plus pure que celle de l'humain? C'est un peu, et c'était des défauts que les chercheurs avaient déjà au XXe siècle. Quand ils ont commencé à accepter de parler de culture animale, ils étaient d'accord de parler de culture animale à condition qu'il n'y ait pas d'influence humaine sur l'invention culturelle. Donc même les patates douces, ça posait problème, quoi. Et je me disais, mais la définition de la culture, c'est justement ça. C'est le fait qu'il y ait des relations, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait du brassage, qu'il y ait de l'hybridité, qu'il y ait de la mixité. Donc pourquoi est-ce que les animaux n'auraient pas droit à l'histoire sous prétexte que ce serait peut-être de nouveau la nôtre? Et donc il y avait plein de difficultés comme ça où je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils butent là-dessus? Et ce qui est intéressant, c'est qu'Erika Fuchs, quand je lisais ces trucs-là, je ne lui faisais pas part de ses reproches parce que comme je ne m'intéressais pas trop au sujet, je lisais simplement parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais et c'est quelques années après que ça m'est revenu, que je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant de voir comment les historiens qui arrivent à faire de l'histoire s'en sortent, par quoi ils font passer. En fait, moi, ce qui m'intéresse depuis que je suis, je sais plus moi, c'est depuis que je démonte des trains électriques, je crois, c'est qu'est-ce qu'il y a dans une boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ça fonctionne?
Mais je ne suis pas ingénieure, je ne suis pas spécialement intéressée par la mécanique. Par contre, un processus de pensée, moi, ça me passionne. Exactement la question que vous me posez, en fait. Ça me passionne. De voir un processus de pensée. Tiens, il y a un historien, il veut historiciser son animal, comment est-ce qu'il s'y prend? Voilà, c'est quoi, par quoi il va passer, sur quoi il va buter, pourquoi est-ce qu'il bute là-dessus? Est-ce que c'est parce qu'il est historien? Moi, comme philosophe, je ne vois pas ça comme un obstacle, lui, il le voit comme un obstacle. Ça veut dire quoi l'histoire? Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Et puis, je voulais m'intéresser beaucoup plus près à l'histoire en me disant, tiens, je vais lire les historiens, voir leur épistémologie et tout. Puis, les historiens me disent, mais on n'a pas d'épistémologie, ça reste très, très vague. Ce serait bien que tu nous en fasses une. Et là, je me suis dit, non, on ne peut pas me demander ça. Je ne peux pas lire tous les historiens, c'est trop long, j'ai plus assez de temps devant moi. Et donc j'ai décidé simplement de chercher, ma conférence en fait, elle est beaucoup moins ambitieuse que le projet que je m'étais initialement assigné. Je vais chercher des cas qui me permettent de parler de choses qui sont passionnantes, et chez les scientifiques et chez les animaux. Des rencontres comme celle d'Anna Omedes, parler plus de l'archéologie, raconter comment elle devient, parler d'Étienne Benson, des balises, enfin des choses comme ça. Donc probablement, je suis en train, évidemment, d'imaginer de faire un livre, puisque c'est le format, moi, qui me convient. Et c'est de dire, je vais partir des pies, et je vais voir un peu explorer toutes les voies qu'elles ouvrent, et d'autres voies encore. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ici en bas, et puis on prendra la question en haut. C'est tout à fait passionnant ce que vous racontez. En plus, c'est drôle, ça ne gâche rien. Merci pour ça aussi. Vous avez évoqué l'évolution de l'histoire des personnages vers l'histoire des sociétés, l'histoire vue du bas. Mais est-ce que chez les animaux, il y a des personnages historiques, hein? Et peut-être plus largement, comment est-ce qu'en éthologie, on articule au fond l'observation qu'on peut faire de la différenciation de comportement de certains individus, donc je parle bien d'individus, pas de groupe, pas d'espèce, et de celle de l'espèce, justement. Alors, savoir si les animaux ont des personnages historiques, je pense par eux-mêmes. Je pense pas tellement, parce que je pense que pour avoir des personnages historiques, il faut avoir une conception très individualiste du passé. Et cette conception très individualiste du passé, elle est proprement, alors pas proprement humaine, elle est proprement culturellement la nôtre, je pense. Toutes les cultures n'ont pas cette conception individualiste du passé. Ça, c'est le premier point. Donc, je ne vais pas m'attendre à ce que des animaux cultivent, soient particulièrement modernes. Mais quand ils sont pris en main par des historiens héritiers de la modernité, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire, ils peuvent devenir des personnages historiques. Et donc, comment est-ce qu'ils deviennent des personnages historiques? Pas seulement par les historiens. Quand Jane Goodall va donner tellement d'importance à David Greybird, qui est son chimpanzé, qui lui a permis d'entrer dans la troupe, en contact avec la troupe, qui l'a accueilli, qui lui a volé ses premières bananes, et qui a fait que Jane Goodall est devenue Jane Goodall, et que la primatologie, à la suite de Jane Goodall, parce qu'elle n'est pas toute seule dans l'affaire, est devenue, en tout cas la primatologie des chimpanzés est devenue la primatologie qu'elle est devenue, etc. David Greybird est devenu un personnage historique. Mais c'est pour nous qu'il devient un personnage historique. Je n'imagine pas que chez les chimpanzés, l'histoire tourne autour de David Greybird. Il est personnage, voilà. Ça, c'est pour voilà comment j'imaginerais vous répondre. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer que les éléphants ont des personnages historiques? Il n'est pas là. Va-t-on savoir? Et pourquoi je pense aux éléphants? Parce qu'ils ont une vie tellement longue, parce qu'il y a des transmissions qui sont tellement particulières. Est-ce qu'il est possible que les éléphants se transmettent quelque chose qu'une telle leur a appris? Alors peut-être qu'il y aura des acteurs historiques. Est-ce qu'une matriarche peut rester dans la mémoire des descendants? Et combien de mémoire quand on n'a pas de langage articulé pour garder en mémoire? Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire passer un souvenir qui demande quand même pas nécessairement des formes sémantiques, mais est-ce qu'on peut imaginer que le souvenir d'une matriarche passe de génération en génération? Ce serait l'objet d'une très bonne fiction, mais une fiction on serait obligé de faire de la fiction, parce qu'on doit imaginer, mais cette fiction me paraîtrait relativement plausible à faire. Mais je ne pense pas que ce serait le cas. Ce serait peut-être aussi le cas chez les baleines, mais ce ne sera pas le cas chez les poulpes, puisque les poulpes ont résolu les conflits de génération de la manière la plus radicale qui soit. Les parents meurent quand les enfants naissent. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout? Il y avait une deuxième question. Oui, il y avait une question là au-dessus.
Oui, bonsoir. Je voulais vous demander, d'après vous, qu'est-ce qui fait que l'humanité, l'homme avec un grand H, n'a pas encore réalisé l'importance des animaux et le fait qu'ils sont sensibles et qu'ils ont un cerveau et qu'ils souffrent et que, au même titre que quand il y avait l'esclavagisme, à un moment donné, on s'est rendu compte que les Noirs finalement n'étaient pas inférieurs aux Blancs et avaient le même droit de vie que les Blancs. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, on n'arrive pas encore à réaliser ça pour les animaux? Mais ce n'est pas l'humain avec un grand H. C'est là où je dois vous arrêter tout de suite. C'est malheureusement pas, ou c'est heureusement pas l'humain avec un grand H. C'est une petite portion de l'humanité qui a malheureusement pris beaucoup de pouvoir sur le reste de l'humanité. Et donc, je mettrais plutôt ça en corrélation avec l'histoire que vous venez, la deuxième partie de l'histoire que vous venez de raconter. Et ça, alors, on peut la raconter de 10 000 manières. On peut la faire remonter aux Grecs, déjà cette séparation. Mais les auteurs qui m'ont le plus convaincu du moment où cette anesthésie de la sensibilité s'est produite, je l'ai trouvée dans un livre qui s'appelle La mort de la nature, c'est traduit en français, par Caroline Merchant, M-E-R-C-H-A-N-T, Merchant, ça dépend comment on le prononce. La mort de la nature, c'est un énorme bouquin, mais il est relativement facile à lire et qui montre comment, au début des temps modernes, tout va en 2 siècles de temps, les gens vont vraiment se retrouver à imaginer le monde comme un paysage mort, les êtres comme des êtres inférieurs, et la mécanisation du monde, etc. Et qu'auparavant, une terre qui était la terre nourricière, qu'on respectait, pour lesquelles il y avait des rituels, etc., va complètement être détruite. C'est le moment des enclosures, c'est le moment de la chasse aux sorcières, bref. Tout ça arrive à peu près à la même époque et elle va faire tout un panorama. Elle va aussi montrer quelques figures de résistance chez des philosophes, chez des mathématiciens, etc., qui vont dire non, mais ça ne va pas, ça va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Et je trouve que c'est voilà, ça explique un peu bien ce qui nous est arrivé. Mais c'est à nous que c'est arrivé. Je veux dire, c'est à nos ancêtres et nous en sommes les héritiers. Et c'est avec ça qu'on doit se dépêtrer. Oui, il y avait une question là au-dessus et puis on prendra ici en bas. Oui, voilà, bonjour. Merci pour cette conférence fort intéressante. Je suis moi-même géologue animateur au Muséum à Bruxelles et mon travail d'animation dans ce musée m'a fait beaucoup réfléchir aussi au rapport des animaux et l'homme. Donc j'aurais 2 questions. D'abord, vous parlez de l'histoire, mais est-ce que l'histoire, c'est l'invention de l'écriture, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une préhistoire des animaux et s'intéresser à toutes ces fresques préhistoriques et toutes les représentations de l'animal par l'homme, puisque c'est beaucoup d'animaux qui ont été peints dans les grottes, que ce soit Cosquer, Lascaux, etc., et très peu l'homme, sauf les fameuses mains, vous savez, les mains inversées, là. Et deuxième question, on sait que c'est il y a à peu près 10 000 ans, quand le climat s'est réchauffé autour de la Méditerranée, qu'on est passé nous-mêmes, les Occidentaux, etc., et les Méditerranéens, du stade nomade au stade sédentaire. Et on sait que c'est là qu'on commence l'élevage et l'agriculture. Et d'une façon assez intuitive, on peut imaginer que c'est le moment où l'homme a commencé à maîtriser la nature et la dominer, et peut-être s'en détacher. Donc ma question, c'est est-ce que les peuples nomades maintenant, qui ne surconsomment pas comme nous et qui sont toujours en voyage, cette espèce de nomadisme qu'on retrouve dans la poésie, etc., parce que c'est un état ancien qui est dans notre mental, alors que nous sommes tous des acides et figés, comme dirait Rimbaud, eh bien, ils ont un autre rapport à l'animal et ils le traitent autrement que nous, les sédentaires. Pour la première partie de la question, là, je dois m'opposer à vous. Parce que donner une préhistoire aux animaux, c'est une façon encore de les exclure de l'histoire, puisque la préhistoire, comme son nom l'indique bien, c'est le moment où il n'y a pas encore d'histoire. Donc, surtout, la préhistoire, moi, je l'éliminerais carrément, d'ailleurs, la préhistoire. Plus de préhistoire. Comme ça, tout le monde... voilà, l'histoire, pourquoi est-ce qu'elle commencerait à un moment donné voilà, pourquoi est-ce qu'elle commencerait au moment où on décide qu'elle a commencé? Donc, gardons le terme juste comme folklorique. Mais, ne lui accordons pas trop de crédit. Et les peintures rupestres, l'embêtant, c'est vrai que c'est... Est-ce qu'on peut se dire que les animaux... Qu'est-ce qu'on peut apprendre des animaux de ces peintures?
Là, l'idée est intéressante, à condition qu'on n'en fasse pas une préhistoire. Voilà. En plus, je vais dire ce qui est très joli. Moi, ce que j'aime bien dans ces histoires de peinture rupestre, c'est que c'est une énigme totale. Je vais dire, il n'y a pas de scientifiques qui s'accordent. Enfin, si, il y en a qui s'accordent, mais toutes les hypothèses sont tellement multiples. Et elles sont peut-être tellement multiples parce que peut-être que les gens aussi avaient des motifs multiples. Je veux dire, si on devait interroger les gens qui vont à des cours de dessin le dimanche, qui font de la peinture professionnelle, qui sont des artistes renommés, etc., ben vous leur demanderiez pourquoi ils font ça, vous auriez aussi des raisons multiples de faire ça. Jacques Lisen, je vous le dis comme ça en passant, parce qu'il était très drôle, hein, Jacques Lisen, notre regretté ami, qui était quand même un artiste de très grand talent. Il avait une hypothèse pour les peintures rupestres. Il disait, et les grands forts types, ils allaient chasser les petits qui ne payaient pas de mine et qui ne savaient rien faire, et qui avaient deux mains gauches, enfin pas tellement deux mains gauches, mais qui n'étaient vraiment pas costauds. Ils restaient comme ça, ils pouvaient draguer les femmes. Et les autres venaient de leur chasse avec des gros mammouths et dessous, et eux, ils pouvaient montrer des belles peintures. Et donc, il leur faisait presque une théorie sociobiologique en disant c'est ceux-là qui étaient favorisés pour, d'une certaine manière, qui pouvaient se reproduire. Mais ça, c'était déjà Gleason, et je m'opposais totalement à son interprétation, qui me semblait vachement patriarcale une fois de plus. Alors, la deuxième chose, par rapport à votre question sur... attendez, les nomades. Eh bien, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas sûre et je ne sais pas, je ne connais pas assez pour savoir que les nomades seraient plus proches des êtres vivants, etc. Parce que je penserais pas aux nomades, alors je penserais, parce qu'il y a des sédentaires qui sont des chasseurs-cueilleurs. Pourquoi pas les chasseurs-cueilleurs de l'Amazonie? Pourquoi pas les chasseurs-cueilleurs aborigènes, etc. Donc je ne garderai pas une exclusivité pour les nomades. Quant à l'histoire de la sédentarisation et de l'agriculture, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais je viens de lire une énorme somme, qui est un des livres qui m'a le plus passionnée. Alors, j'ai cité Merchants parce que ça m'a vraiment appris beaucoup de choses, à revoir toute l'histoire de la modernité. Je trouve qu'elle le fait de manière merveilleuse du point de vue de la nature et du rapport à la nature. Mais une histoire absolument fabuleuse, c'est celle de David Graeber, l'anthropologue, et David Wengrow, Au commencement était, qui revisite un peu toutes les conceptions de l'idée que l'agriculture aurait sédentarisé les gens, que ce sont des politiques particulières qui l'auraient séparé de la nature, etc. Où il montre en fait que l'agriculture n'a cessé de s'inventer, de s'abandonner, de se réinventer, que vous aviez deux cultures, l'une à côté de l'autre, dont l'une adoptait l'agriculture et l'autre pas, que les systèmes hiérarchiques qu'on attribue à l'agriculture, naissance de l'État, etc., ne fonctionnent même pas. Selon les endroits et les circonstances, vous pouvez avoir tout et son contraire. Et donc, dans ce livre, Au commencement était, il reprend toute l'histoire de tout ce que les préhistoriens, de tout ce que les anthropologues, de tout ce que les archéologues ont trouvé. Et il revisite tout à la lumière de toutes les toutes dernières recherches pour un peu rendre beaucoup plus flou et beaucoup plus brouillé toutes les hypothèses qu'on se faisait sur cette question de la naissance de l'État et de la coercition avec l'agriculture, alors que c'est un auteur anarchiste. Donc je vais dire, d'un auteur anarchiste, on pourrait s'attendre en effet que l'agriculture lui semble le mal absolu, la naissance de l'État, etc., etc. Et en fait, il va apporter vraiment des hypothèses très nuancées et extrêmement intéressantes. Un anthropologue anarchiste, un des rares, parce que dans les universités, en général, ils ont peu de chances de sévir. Mais il est décédé maintenant, David Graeber, à notre grande tristesse, parce que c'était, je pense, un écrivain extraordinaire. Il avait encore plein de choses à faire. Mais son livre est là, heureusement. Alors, il y avait une question ici devant. Oui. Bonsoir. Je voulais revenir aux pilles. Vous avez parlé de 5 balises placées sur 5 pilles. Et je voulais savoir si les 5 balises avaient été enlevées par des pilles différentes ou si c'était pour... Si oui, elles ont toutes collaboré et les 5 sont tombés. Ils ont tout perdu. D'accord. C'était juste ça ma question. Oui, tout perdu. Je pense qu'on a le temps peut-être pour encore une question. Oui, pardon, excusez-moi. Là, devant madame. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer, si on reprend l'histoire comme une cyclicité, au début de la pensée magico-religieuse, chez les êtres humains, il y avait une sacralisation des animaux et du vivant et des arbres dans le totémisme, l'animisme. Ensuite, je vais très vite,
Ensuite, on est arrivé à cet humanisme moderne qui a vu naître le concept de nature humaine séparée de la nature, comme si l'être humain était en dehors et supérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'effondrement du système totalitaire dans lequel on vit et la conscience et le danger que nous courons, on ne pourrait pas imaginer revenir avec conscience à une notion et imaginer que tous ces gens qui sont ici à une notion de sacralisation, de sacralité de la nature et de compréhension de cette historicité justement possible des animaux. Est-ce que ce n'est pas là une idée de salvation après l'effondrement? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Oui, mais ça, c'est moi. Bon, est-ce que la disparition massive des animaux, ce n'est pas normal de voir tant d'espèces disparaître? La prise de conscience que ces animaux peuvent avoir une forme d'historicité, ou peuvent rentrer dans l'histoire, en tout cas, avoir des comportements culturels qui ne sont pas tout à fait, ne va pas nous permettre de revenir à une protection de la nature et à une prise de conscience de cette sacralité du vivant. Oui, je crois que je comprends un peu mieux. Mais j'ai des difficultés à vous suivre parce que pour moi, la sacralité du vivant, c'est quelque chose justement que je préférerais éviter pour des relations beaucoup plus immanentes de protection et pas nécessairement de proximité. Hein, je veux dire, moi, aller nager avec des dauphins, de questions. Ils ont déjà assez de difficultés comme ça. Quoi. Je suis sérieuse. Hein, donc la sacralité, non. En revanche, là où vous avez une intuition qui touche juste, c'est Pierre-Olivier Dittmar, qui est un de mes amis historiens, qui m'a fait cette remarque et qui m'a montré des textes, etc. Et il dit, en fait, le fait qu'on ait abandonné le sacrifice animal a été vraiment une grande perte pour les animaux. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Parce que le sacrifice animal, tant qu'on sacrifiait des animaux, on se rendait compte de l'exceptionnalité, de la gravité du geste. Et ça demandait des précautions et ça ne se faisait pas n'importe comment. Et il dit, eh ben, en fait, maintenant, on abat les animaux sans aucun rituel, sans aucun sacrifice, alors que le sacrifice demande ritualisation. Et donc, il dit, et je ne suis pas du tout en train de plaider dans une histoire dans laquelle la laïcité trempe parfois ses doigts, pour le dire très clairement. Je ne suis pas en train de rentrer dans cette polémique et je ne veux pas y rentrer. Mais je dis simplement, et je ne sais pas comment il faudrait le prendre aujourd'hui, mais je dis simplement, historiquement, l'abandon du sacrifice animal a été terrible pour les animaux. Voilà, c'est à ce moment-là que la mécanisation a pu commencer à se mettre en place. Alors, revenir en arrière, je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que l'animisme est quelque chose d'antérieur à nous. L'animisme, il est encore omniprésent dans des tas de trucs du monde. C'est simplement des orientations culturelles, mais il n'y en a aucune qui est venue avant les autres. Avant, nous étions analogistes. C'est là où on peut remonter plus loin. Est-ce que nous avons été animistes? On n'en sait rien, mais en tout cas, on sait qu'on est analogiste parce que les traces qu'on retrouve. Il y a des peuples qui sont totémistes, il y a des collectifs qui sont animistes, il y a des collectifs qui sont comme nous, naturalistes, et des collectifs qui sont, par exemple, comme en Chine, qui sont analogistes. Mais ce n'est pas du tout des stades de l'histoire, c'est simplement des orientations. Je voudrais plutôt faire une géophilosophie qu'une historiophilosophie, parce qu'autrement, on entre dans des histoires d'évolution, de progrès et compagnie. Donc, pas de retour en arrière. Un, parce que ce n'est pas possible, et deux, parce que nous n'avons probablement pas été animistes, et ce ne serait pas un retour en arrière que de devenir animiste, ce serait une conversion. Et les conversions, ça prend énormément de temps. Les chrétiens en savent quelque chose. L'implantation du christianisme a quand même pris pas mal de martyrs, de miracles. On n'en a pas les moyens. En revanche, que certains auteurs plaident, et je trouve assez joli, c'est de renouer avec des parcelles d'analogisme que nous pouvons encore cultiver. Et de toute façon, je peux vous dire une chose aussi, c'est que nous sommes animistes, profondément animistes, mais nous le sommes sur un mode bizarre. C'est-à-dire que les animaux n'y ont pas droit, sauf notre chien et notre chat, avec qui nous sommes profondément animistes. Et nous ne le serions pas, ils seraient quand même animés.
Donc, ce n'est pas parce que nous sommes animistes qu'ils sont animés, ils sont animés. Et nous reconnaissons une subjectivité là à l'intérieur. Et l'animiste n'est pas celui qui attribue des subjectivités, c'est celui qui reconnaît des subjectivités. Donc, ça vaut peut-être la peine de préciser ça, qui reconnaît des subjectivités dans d'autres êtres vivants que l'être humain. Mais nous sommes animistes avec nos voitures. Putain, tu vas démarrer. Avec l'ordinateur, c'est pas maintenant que tu vas me planter. Et nous sommes de terribles animistes. Et ici, je suis le très beau livre de David Abram, pas Abraham, Abram. C'est juste pour si vous essayez de le retrouver, que je le précise l'orthographe, A-B-R-A-M, Comment la Terre s'est tue, où il dit qu'en fait, nous sommes de terribles animistes avec l'écrit. Quand nous lisons, nous entendons quelqu'un nous parler, nous lui donnons des intentions, etc. Et nous sommes addicts à ce type d'animiste. Nous ne pouvons pas nous empêcher de lire. Donc nous sommes férocement animistes, mais malheureusement, c'est un animiste qui est orienté vis-à-vis de la lecture, de la littérature, des machines, etc., et très peu à l'égard d'autres vivants, sauf quelques espèces charismatiques et familières que nous aimons. Je vous en prie. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ne pas trop déborder. Mais donc vraiment, merci beaucoup, Vinciane Després. C'était passionnant. Merci à vous pour votre participation, pour vos questions. Merci à Vinciane. Et merci aussi à Aline pour la préparation et à toute l'équipe du Caliège et de la Cité Miroir. Et je vous informe juste que la cafétéria et la librairie est encore ouvertes jusqu'à 22h30, c'est ça? Voilà, si jamais vous voulez boire un petit verre pour vous soulager un peu.